Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères et de femmes, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des 4 coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance Holistique, créé par 2 doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Aussi, c'est 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation IBCLC. Une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire, si vous en avez un, puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Anna que j'accueille dans cet espace pour vous parler de sa maternité. Anna a connu 3 grossesses, un premier accouchement avec péridurale, un second sans péridurale, et le dernier acté par le deuil périnatal. Ce deuil a été traversé par la question de l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Anna y a songé, mais c'est un verset du Coran, tiré de la sourate Al-Isra, qui est venu lui souffler l'interdiction de la pratiquer. En prime, cette sourate porte le nom qu'Anna avait choisi pour sa fille. Une naissance succédée par le deuil, qu'Anna a traversé seule, son mari étant resté au Sénégal, pour s'occuper du côté administratif de ce deuil. Anna est une femme extrêmement forte et puissante. Vous percevrez sa pleine vulnérabilité dans cette force qu'elle puise en elle. Un épisode émouvant et extrêmement riche d'enseignements. Je vous laisse tout de suite embarquer dans ce voyage avec Anna. Bonjour Anna. Bonjour Marion. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mamelle. J'ai replongé dans l'origine de notre conversation et c'était moi qui t'avais contacté, il me semble l'été dernier, parce que je devais partir au Sénégal. Et c'est vrai que dans un premier temps, on avait imaginé, pensé en tout cas faire cet épisode en face à face, filmé. Mais voilà, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Et je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au micro. Et la vie t'a amené aussi à traverser bien d'autres choses depuis notre premier échange. Et voilà, je sais que cet épisode va être extrêmement riche et je te remercie en tout cas de m'avoir choisi pour pouvoir parler de ta maternité, une petite partie de ta maternité. Donc sans plus tarder, je vais peut-être te laisser te présenter, nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vis. D'accord. Déjà, je voulais te remercier de m'avoir invitée parce qu'effectivement, c'était toi qui es venu me parler en premier. Il y a maintenant ça, je pense, 1 an ou même un peu plus. Non, l'été dernier, comme tu disais. Et donc, déjà, merci de me recevoir sur ce superbe podcast. Et alors, pour ma part, je m'appelle Anna. J'ai fait 37 ans en août dernier. Je suis maman et mamanche, donc maman de 2 enfants et mamanche d'une petite fille. Je vis au Sénégal depuis 2 ans et demi, 3 ans. Bon là, effectivement, j'étais en France les 7 derniers mois pour les raisons dont on va parler sûrement pendant le podcast. Mais je suis doula. Donc c'est une reconversion. Je me suis reconvertie professionnellement. Ça va faire 3 ans, même un petit peu plus bientôt. Donc doula, éducatrice périnatale. Je donne des cours de préparation à la naissance et aussi conseillère en allaitement. D'accord, ok, très bien. Donc là, au Sénégal, tu as vécu depuis toujours ou tu es née au Sénégal aussi? Alors, ouais, bonne question. C'est un de mes pays d'origine parce que du côté de ma mère, il n'y a pas du tout le Sénégal, mais je suis sénégalaise d'origine du côté de mon père. J'y suis née,
Mais honnêtement, enfin, j'ai quasiment pas de souvenirs parce que quand je suis née, une partie de ma famille maternelle était déjà en France. Donc après, ma mère, elle est très vite repartie en France. Je pense que j'avais 15-18 mois. Donc j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France et j'en suis partie après mon master, après j'ai fait une école de commerce et j'ai vécu au Moyen-Orient pendant une dizaine d'années. Et après, j'ai rencontré mon mari qui est aussi moitié sénégalais, moitié marocain. Et en 2021, lui, il a été débauché en premier, donc il est parti au Sénégal. Donc il est parti avant nous, un an avant nous environ. Le plan, c'était de se rejoindre dans l'année. Puis après, il y a eu le Covid, etc., les restrictions en termes de voyage. Moi, j'ai fait un burn-out et du coup, j'ai quitté mon job à l'époque. J'avais déjà fait ma formation de doula que je pensais que ce métier allait plutôt se faire dans les 3-4 années après la formation. Et au final, je me suis lancée quasiment tout de suite et puis j'ai démissionné et je suis rentrée au Sénégal. Je n'y ai pas travaillé en tant qu'employeur, que salarié, pardon, et je me suis lancée tout de suite à mon compte là-bas. D'accord. Alors pour le coup, c'est ce que tu disais, tu as fait donc un passage au Moyen-Orient, Ouais, c'est bien ça? C'est là où est-ce que tu as eu ta première fille? tout à fait. Alors parlons-en justement parce que peut-être qu'il y a Mmh. des, protocoles ou en tout cas un accompagnement qui est différent peut-être que celui qu'on connaît ici, en France. Comment toi tu l'as justement, apprise peut-être déjà cette grossesse et comment Ouais. tu l'as, assumée et ressentie, cette première grossesse? Ouais, alors faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans tous ces trucs de physiologie, la naissance et cetera, j'étais pas du tout doula, quoi. J'étais à milieu, c'est elle qui a changé toute ma perspective sur l'accouchement, l'allaitement et cetera. Donc à l'époque, j'étais aussi hyper carriériste. Bon, j'étais mariée depuis, 1 an. Donc bien évidemment, c'était dans les plans d'avoir des enfants ensemble et cetera, mais c'était pas forcément prévu à ce moment-là. Donc quand j'ai appris ma grossesse, je me suis mise à pleurer. J'étais persuadée qu'on allait me virer, et cetera, parce que le marché, dubaïote, enfin émirati, c'est un peu comme aux États-Unis, quoi. Donc il y a pas spécialement de protection. Enfin, il y en a une, mais voilà, tu peux vraiment partir du jour au lendemain, même si on peut pas vraiment te virer quand tu es enceinte. Dieu seul sait ce qui peut arriver quand tu reviens. Donc voilà, j'étais un petit peu prise de panique et puis au final, bon, voilà, j'ai très vite accepté. Bon, le seul hic, c'est que je suis tombée, malade. Alors j'étais un petit peu au courant des nausées, les fameux, nausées, enfin, en anglais, ils appellent ça morning sickness. C'est vrai que dans les films, on te montre toujours les femmes enceintes comme étant malades essentiellement le matin. Sauf que moi, j'ai fait de l'hyper-MS gravidique, donc j'étais malade H24 et pas que les fameux 3 mois. J'ai été malade aussi pendant 5 à 6 mois quoi, pour ma fille. Et le suivi là-bas, alors c'est assez différent pardon, de la France, mais j'ai cru comprendre que c'était pareil, par exemple, en Belgique et dans d'autres pays. En fait, c'est la personne, on est suivi que par des gynécologues. Il n'y a pas de suivi par les sages-femmes. Les sages-femmes ont le droit de ne pratiquer que dans le milieu hospitalier. C'est d'ailleurs la même chose au Sénégal. Donc on est suivi dès le début par un gynécologue obstétricien. Donc soit tu gardes la gynéco que tu vois déjà à l'avance si elle fait de l'obstétrique, soit tu trouves quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qui se déplace après le jour J à l'hôpital. Alors est-ce que tu avais un projet de naissance particulier défini, lors de cette première grossesse ou pas du tout? Alors j'en avais un parce qu'au fur et à mesure de la grossesse, je me suis quand même énormément documentée et c'est d'ailleurs là que je suis tombée dans tout ce qui était les sujets de la périnatalité, de l'allaitement, etc. Donc j'avais un projet de naissance, mais à l'époque, je pensais vraiment que j'ai voulu accoucher avec une péridurale. Mais j'avais quand même un projet de naissance et d'ailleurs, bon, ma gynéco, elle était un peu, je pense qu'elle n'était pas habituée encore à l'époque. Donc c'était en 2017-2018 et j'avais un projet de naissance quand même sur tout ce qui est clampage tardif, peau à peau. Bon, le peau à peau est énorme. Enfin, en plus j'ai accouché dans une clinique Amie des bébés, là, le logo d'OMS. Donc j'avais quand même, bon, je parlais de tout ce qui était peau à peau, et cetera et bon, ça a été entièrement respecté parce qu'ils le font automatiquement. Mais oui, effectivement, j'avais un projet de naissance, défini. J'avais dit que je préférais quand même une déchirure naturelle au lieu d'une épisiotomie, comme je te disais, le clampage tardif, et cetera. Donc ouais, j'avais quand même fait un projet de naissance. Super, donc qui a été respecté effectivement dans la Ouais, majorité, en tout cas dans la majorité, ouais. ouais, de tes conseils, de tes besoins en tout cas pour cet accouchement-là. Alors le postpartum, tout à l'heure tu parlais de burn-out. Est-ce que c'était en Mmh lien mh. avec ça ou, enfin justement de ton postpartum ou c'était un burn-out, professionnel ou, rien à voir avec, ta maternité?
Non, rien à voir avec la maternité. Moi, comme je l'ai dit toujours, je sais que c'est un gros sujet en ce moment, le postpartum. On en parlera un petit peu plus tard, mais j'ai une vision c'est pas que j'ai une vision différente, c'est vrai que moi j'ai pas connu alors je ne nie pas les postpartum qui se passent assez mal, mais j'avoue que moi j'ai toujours vécu, des postpartum, très, très bien, hem, très fluides. D'ailleurs mon préféré, celui qui s'est le mieux passé, c'était le 1er, quand bien même, c'était tout nouveau et cetera. Heu, mais mon burn-out a essentiellement été, dû à, le côté professionnel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Alors justement, après, avoir, donné naissance à ta fille, à Dubaï, c'est là où est-ce Mmh que mh. tu disais tout à l'heure que vous êtes repartis au Sénégal? Oui, C'est ça et donc alors c'est là où est-ce que tu as appris ta deuxième grossesse? ma 2e grossesse, ouais, je suis tombée enceinte direct. Franchement, je suis arrivée Directement, c'est vrai? on est arrivé le on est arrivé le 1er août, Ouais. fin août, j'étais enceinte, quoi, même avant. Alors comment ça s'est passé ta deuxième grossesse? Par rapport avec à ta première justement, est-ce que tu as des comparaisons sur le projet de naissance, sur ton accouchement? Est-ce qu'il y a eu des différences, majeures? Est-ce que tu as été aussi malade que, Ouais, au cours de plus ta même. première? C'est vrai? J'ai été Alors plus vas-y, malade, ouais. l'hyperémèse, gravidique m'a encore plus attrapée, je dirais. Le suivi, ça m'a pas, tant changé que ça parce que pour le coup au Sénégal, c'est le même principe qu'en France donc que pardon, qu'à Dubaï, donc du coup, j'étais suivie par un gynécologue. Alors au début, j'étais suivie par une gynéco. J'ai très vite senti que ça allait pas le faire pour tout ce qui était naissance parce que quand j'ai commencé à parler de projet naissance, j'ai vu qu'elle avait un petit peu écarquillé les yeux et cetera donc bon, j'ai changé, je crois au 6e mois, j'ai fini par, changer de médecin. L'essentielle différence entre ma 1re grossesse et la 2e, c'est qu'entre temps, je suis devenue doula. Donc là, effectivement, c'était pas du tout les mêmes «objectifs» entre guillemets, donc j'ai voulu, tenter le sans péri pour le 2e, en sachant que j'étais aussi, éducatrice, pardon, comment on appelle ça? Ouais, éducatrice, hypnonaissance, parce que je me suis aussi Oui, formée à d'accord. l'hypnonaissance après. Mmh. Donc Ouais. moi-même après je l'ai fait pour mon 2e. J'avais une collègue qui m'a accompagnée, en mode, hypnonaissance. Donc ouais, l'essentielle différence, en termes de grossesse, ça a été surtout la préparation et le fait de me dire que là, j'allais accoucher sans péri. Parce que ma 1re, j'avais une petite déception, heu, alors je sais que c'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui font un accouchement avec, péridurale, mais moi pour le coup, j'ai vraiment rien, rien, rien senti et je sais que ça m'avait gênée, parce qu'en fait, tu sais, c'est comme en France là, à Dubaï, on avait la péridurale, avec le petit bouton où tu peux doser, tu peux remettre une dose soi-même, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Et du coup, à un moment donné, j'ai remis une dose, sauf que, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais déjà à 9-10 à ce moment-là. Et Et puis, ouais, je crois que donc tu as 30 rien minutes plus tard, senti. on est venu me voir en me disant: «Beh, voilà, vous êtes déjà à 10, va falloir commencer à pousser». J'ai rien senti. Rien. Ouais, donc un petit, «regret» entre guillemets Ouais, de ta première grossesse que tu c'est ça. voulais en tout cas, avoir ce ressenti, pour ta deuxième. Tout à fait. Et il y avait aussi un peu alors ça, j'ose l'avouer maintenant, c'était pas une question de challenge, mais j'avais ce côté, tu es devenue doula Ouais, et limite, forcément. il faut faire sans péri, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Bon que j'ai plus maintenant, Mmh. parce que maintenant j'ose avouer que, je préfère les accouchements avec, péridurale, hein, Ouais, chacun ses choix. bien Mais sûr. c'est vrai que j'avais aussi ce côté-là, vraiment, je me disais: «Il faut absolument que je devienne, enfin que je le fasse sans péri». C'est ça, c'est assez marqué quand on a cette casquette professionnelle. Alors Exact. doula, où c'est vrai que j'ai pu avoir des sages-femmes aussi, c'est Mmh. un peu, difficile de sortir, quand, nous-mêmes, on donne naissance à notre Oui. tour et c'est vrai qu'il y a un peu ça qui nous rattrape, souvent. Alors pour le coup, ton accouchement s'est très bien passé? Il a été très long et très intense. C'est-à-dire que moi, la fameuse phase de transition ou qu'on appelle aussi en français phase de désespérance, je l'ai vécue, alors les 2 pieds dans le plat, les phrases qu'on peut entendre parfois: «Je vais mourir, sortez-moi l'enfant, ouvrez-moi le ventre» et cetera. Je suis passée par tous ces états, Ouais, quoi. c'est ça. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, j'y pense maintenant, mais, tu as allaité tes 2 enfants? Ouais. C'est ça, d'accord et Mmh. l'allaitement, alors que ce soit à Dubaï ou, au Sénégal, c'est quelque chose qui est très ancré, dans le postpartum ou pas du tout? Oui. Oui, oui, oui. Alors après, Dubaï, c'est un melting pot.
Il y a D'accord. énormément de nationalités, mais c'est vrai que la plupart des femmes, même les anglophones, souhaitent allaiter. Donc oui, les taux d'allaitement à Dubaï sont très élevés. L'allaitement est très encouragé. Ils sont au courant de tout ce qui est confusion synthétine, et cetera. Donc ils essayent vraiment de prioriser l'allaitement. S'il faut compléter ou s'il faut donner des biberons. En tout cas, moi, là où j'ai accouché, par exemple, ils donnaient pas de biberon. Si tu voulais donner du lait artificiel, alors déjà, il fallait signer une décharge pour donner du lait artificiel. Et c'était donné dans des le truc là, la soft cup de Medela. Donc voilà, tout ça c'est hyper mis en avant et l'allaitement est vraiment mis en avant et préservé, je dirais. Au Sénégal, c'est très paradoxal. C'est ce qui m'a le plus choqué entre guillemets, c'est-à-dire qu'au Sénégal, il faut absolument allaiter, les Africaines allaitent, etc. Mais en même temps, le biberon il est vachement poussé. Il y a un peu cette peur entre guillemets du côté de personnel médical, tu sais, de la malnutrition, de la sous-nutrition. Donc, il y a toujours ce côté, non mais là t'as pas assez de lait, bébé n'a pas assez, etc. Donc il faut donner du lait artificiel. Moi, c'est un combat de tous les jours, honnêtement. Euh, je parle en tant que doula, conseillère en allaitement. C'est vraiment un combat pour l'allaitement exclusif, quoi. L'allaitement est mis en avant, mais l'allaitement exclusif, alors c'est aussi, c'est très paradoxal, pardon, c'est très paradoxal aussi du côté de la société, parce que, alors, si tu allaites exclusivement, on va te dire, mais non, mais c'est pas normal, faut donner un biberon, ton enfant il pleure, nanana. Et celles qui donnent le biberon, elles sont pointées du doigt, non, mais tu donnes pas le meilleur à ton bébé, etc. Donc, c'est franchement, c'est très compliqué pour les femmes quand t'es pas sûr de toi. C'est pour ça que j'insiste énormément. Alors c'est pas spécialement pour vendre mes services, mais la préparation à l'allaitement en Afrique, elle est primordiale, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est un gros travail. Mm. Effectivement, si, enfin, je pense que c'est très prenant, effectivement, au vu de ces 2 aspects que tu viens de décrire. Je pense que ça doit Mm. vraiment pas être évident au quotidien et c'est un gros, gros chantier, en tout cas, c'est certain. Peut-être, terminer sur ton deuxième enfantement, si je puis dire, Mhm. Oui. avec, bon, on va revenir au «postpartum» entre guillemets, mais c'est parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait, enfin, le postpartum que tu avais le mieux vécu était, lors de ton premier er enfantement, ta Ouais. première grosse naissance. Mhm. Est-ce que pour le coup quelles sont les choses que tu as ressenties, en moins bien en tout cas, dans ce deuxième postpartum? Alors, je sais pas si c'est moins bien, mais oui, bon, c'est vrai que le meilleur entre guillemets, c'était le premier. Pourquoi? Parce que en fait, le premier, enfin moi personnellement, j'ai bien vécu être seule avec mon mari, ma fille. Voilà, c'était vraiment, il y avait que nous. Je me rappelle que même ma mère m'avait demandé, écoute, si tu veux, je viens quelques jours avant l'accouchement et puis je suis là pour t'aider, etc. Ou à contrario, je vous laisse un petit peu tous les deux, enfin tous les trois, et puis je viens après. Et en fait, avec mon mari, on s'est très vite accordé pour dire à ma mère, ben non, vraiment, on préfère que tu viennes au bout de 1 mois. Je sais que c'est pas toujours le cas des gens qui sont à l'étranger, qui aiment bien avoir leur maman à côté. Et qui, au final, après me disent, ouais, je comprends mieux pourquoi t'as dit à ta mère de venir 1 mois après, parce qu'elle me dit, voilà, on C'est peut pas vrai, forcément faire comme on veut, ouais, il y a ouais, toujours les commentaires, tu devrais faire c'est comme ci, tu vrai. devrais faire comme ça. Et Mmh, moi, mmh. ma première, pour le coup, j'ai fait comme je veux, de A à Z, et c'était vraiment, on était dans notre bulle. Moi, j'ai adoré ça, quoi. Mon deuxième, alors, j'ai pas une famille relou, etc., mais ben, le deuxième, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a l'aîné. Donc, t'as plus ce côté, t'es pas 100% sur le bébé parce que t'es obligé de garder ton lien. C'est pas exclusif. Et je trouve que c'est pas que c'est dommage, mais en fait, personnellement, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'elles ont mieux vécu le deuxième ou troisième parce que justement, le premier s'était pas forcément bien passé et qu'elles ont pu faire des choses différentes. Mais moi, pour le coup, le deuxième aussi, j'étais plus fatiguée. Alors bizarrement, hein, on dit souvent les accouchements sans péri, c'est beaucoup mieux, t'es vite, plus vite remise sur pied, etc. Alors moi, franchement, pas du tout. Ouais. J'étais vachement plus fatiguée. Et puis, bah ouais, il y a l'aîné et ce côté dans ma bulle, avec mon enfant, avec mon nouveau-né, etc. Le fameux mois d'or, bah, je l'ai moins vécu avec le deuxième. Ouais, tu l'as moins ressenti. Mm. Mais est-ce que ta famille, comme tu disais, ou tes Mhm. amis, ou peu importe, était assez présents ou en tout cas leur présence, était, pas très agréable pour toi? Ou est-ce qu'il y avait, en tout cas un facteur, environnemental qui jouait là-dessus ou pas? Non, non, non. Alors, moi, ma mère vit avec nous, donc D'accord. non, elle est d'une aide exceptionnelle, Ouais. mais elle est pas relou, quoi. Ma mère, Elle est c'est pas pas là qui dit, oui, envahissante ou faudrait faire intrusive, ci, c'est faudrait ça, faire ça. c'est ça. Alors là, non, ouais, pas du Ouais, tout, pas ouais. du tout, pas du tout. Mais c'est juste, moi, je pense que c'est
c'est le côté, voilà, il faut continuer à s'occuper du 1er, même s'il y a ma mère, même si on a des aides ménagères, des nounous et cetera. Mais c'est le côté, c'est le 1er, c'est vraiment moi, c'est le côté exclusivité avec le nouveau-né. Je Vas-y. prolonge en fait ma question sur la famille et les amis parce que je voulais juste Mmh mh. savoir si au Sénégal il y avait cet engouement après la naissance de la famille ou Ouais. des amis. Voilà, c'est ça en fait. C'était surtout ça parce que je sais qu'il y en a en tout cas dans beaucoup de pays, c'est vraiment Ouais, ouais, ça ouais, c'est vrai. où il y a ou une aide précieuse d'ailleurs, ça peut être très ancré et totalement OK d'ailleurs pour la famille d'avoir toute cette aide et ce monde autour. Mais voilà, je voulais justement savoir si au Sénégal c'était quelque chose qui était courant. Oui, c'est vrai. Alors moi, je l'ai pas eu parce que, bon, moi, ma belle famille, elle est pas trop dans ça. Bon, il faut savoir aussi que ma belle-mère, elle n'est plus de ce monde, elle est décédée. Et puis, en plus, ma belle-mère, elle était de toute façon d'origine marocaine. Donc, du coup, ce qui fait que moi, ma belle famille, c'est essentiellement le côté paternel de mon mari. Donc, parce que souvent les trucs comme ça, c'est souvent avec la belle famille, souvent la belle-mère, le côté maternel, et cetera, le côté maternel du père, en fait. Donc moi, j'ai cette chance, du coup, d'avoir une famille, paternelle, de mon mari, une belle famille paternelle, qui se mêle pas à de la vie, et cetera. Donc j'ai pas eu ce côté-là, en sachant aussi que, la différence avec la 1re, moi, j'avais demandé à sortir très tôt, donc moi, j'ai accouché vers 17h. Le lendemain à midi, je suis sortie. Donc j'ai pas eu, ces visites à l'hôpital et de toute façon, je les aurais refusées. Donc ça, c'est quelque chose, sur lequel j'aurais mis une barrière. Et puis après, à la maison, une fois le retour, non, j'ai pas eu de visite, inopinée. On m'a toujours demandé ce qu'on peut passer par rapport à mes amis. Donc non, j'ai pas vraiment «souffert» entre guillemets comparé à effectivement, ce que, bah, des mamans que j'accompagne peuvent vivre ou des amis, Ouais. voilà. Mmh. J'ai pas eu Ouais, ouais. ça. Le seul «hic» entre guillemets, ouais, ça a été le baptême, qui est un sujet, au Sénégal, le fameux, guinté. Donc c'est le baptême musulman, au 7 ou 8e jour, de l'enfant. Mais voilà, moi j'avais dit que je veux pas faire de fête, je veux pas me saper, je veux pas me maquiller, et cetera. Mon beau-père m'avait juste dit: «Écoute, tu viens faire acte de présence plutôt pour la partie religieuse, voilà, il y aura l'imam et puis, tu viens 1 heure, 2 heures et puis après tu rentres à la maison et on vous livrera le fameux», donc il y a un repas spécial qu'on fait pour le baptême. «On vous livrera ça», et cetera. Donc, non, j'ai pas eu de pression en postpartum par rapport à tout ce qui est, visite, et cetera. D'accord, bah, tant mieux, tant mieux. C'est vrai que c'est toujours intéressant aussi d'avoir cet aspect-là parce que, bon, en tout cas, il y en a pour certains, où c'est totalement OK, mais ça peut être aussi un sacré poids en Ah oui, plus supplémentaire, pour clairement. beaucoup, en tout cas de mamans qui ont pu vivre ça. Alors, on va aborder, un sujet phare, en tout cas de cet épisode. On en a Mmh mh. parlé en amont, celles qui te suivent, savent que tu as traversé beaucoup, en tout de choses très, très, très importantes l'année dernière. Mmh mh. Donc tu es tombée enceinte, de ta troisième fille. Une grossesse qui a été très, très particulière et une Mmh naissance mh. aussi, puisque tu as donné naissance à ta fille aussi, très particulière. Je te laisse, en discuter, nous en parler justement, nous aborder comment tu as peut-être appris, d'abord dans un Oui, premier temps, cette grossesse. exactement. Donc, en janvier de l'année dernière, ça va faire 1 an, je suis tombée enceinte et pour le coup, c'était une surprise, parce que, bah, mon fils n'avait que 7 mois à l'époque, donc j'ai eu mon retour de couche. Alors mon fils, je l'ai allaité moins que ma fille, donc du coup, j'ai eu mon retour de couche, en fait, bon, je l'ai pas forcément eu plus tôt parce que ma fille, j'ai eu un retour de couche assez tôt, donc non, rien à voir. Mais en tout cas, bon, quand j'ai eu mon retour de couche, je suis tombée enceinte, bah, j'ai dû tomber enceinte au cycle d'après parce qu'après ce retour de couche, je n'ai pas eu de règles. Et puis au bout de, je sais pas moi, peut-être 40-50 jours en me disant: «Bah, attends, j'ai eu mon retour de couche, ça va faire plus d'1 mois là, je vais faire un test de grossesse» et effectivement, mon test de grossesse était positif. Mmh. Donc, je me souviendrai toute ma vie, et c'est une personne que j'ai accompagnée, à qui j'ai écrit en premier, Ridia, Ouais. en lui disant parce qu'on en parlait un petit peu, en mode humour, je lui disais: «Ouais, bah, j'ai toujours pas eu mes règles, et cetera». Je me rappelle que j'avais fait une story juste avant en disant: «Non, mais moi je m'arrête à 2». J'avais commencé à faire le tri des habits pour vendre, pour donner, et cetera. Et puis, bah, là, je me retrouve enceinte d'un 3e enfant. Donc grosse surprise, mais au final plutôt bien accueillie. J'ai été moins malade pour, cette 3e grossesse en termes, bah, de vomissements, nausées, tout ça. Donc très vite, bah, on se met, dans l'optique, bah, qu'on va accueillir un 3e enfant. Donc on commence à parler de voiture, de siège auto, et cetera, et Ouais. cetera. Je
Je vis ma grossesse, je fais mes accompagnements, je fais beaucoup d'ailleurs d'accompagnements, parce qu'à l'époque, je faisais encore, beaucoup de présence à l'accouchement. Hem, J'en fais 3 à 4 par mois, donc je reste quand même hyper active et puis vient, le rendez-vous. Alors c'était pas s encore le rendez-vous du 5e mois, mais j'étais partie en vacances. J'étais retournée à Dubaï pour régler des trucs avec ma banque, donc mon rendez-vous du 4e mois avait été décalé. Donc j'arrive à 19, 19 SA, ouais, entre 19 et 20 SA, au pour la visite qui devait être des 4 mois, mais que j'avais décalée. Donc c'était même pas censé être une grosse, c'est pas le gros rendez-vous, c'est pas l'écho du 2e trimestre. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Sauf qu'au Sénégal, et c'était le cas aussi à Dubaï, dans tous les cas, chaque mois, il y a une petite écho, en fait. Il y a quand même une écho, d'accord, Oui, parce que vu qu'on est suivi par un gynéco, pour le coup, c'est vrai, voilà, il y a ouais. quand même une écho. Donc et je dis à mon médecin, «C'est bizarre cette grossesse, je sens le bébé très bas, et j'ai l'impression de déjà sentir des coups». Alors c'est vrai que ma 2e grossesse aussi, j'avais senti des coups plus tôt. Parce que, bah, on te dit toujours que voilà, comme ton utérus, tu as déjà eu un enfant, ça a rien à voir avec la 1re grossesse où généralement il faut attendre, limite le 5e mois. Là, bah, mon 2e, dès 3-4 mois, j'avais senti les fameuses bulles, les fameuses vagues et là, justement, je dis à mon médecin, «Je sens pas de bulles, pas de vagues en fait, j'ai l'impression de sentir vraiment des coups et je sens l'enfant très bas». Heu, donc je lui demande: «Est-ce qu'on peut faire une écho?» Au début, je voulais directement une écho vaginale. J'avais vraiment l'impression que mon col avait déjà été, était Ouais, déjà ouvert. J'avais un peu peur de ça, en fait. Donc il ouais. fait l'écho, vaginale, il me dit: «Bah non, en fait, tout va bien» et donc à ce moment-là, je me dis: «Bah soulagement, ça va». On commence l'écho normal au niveau du ventre et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On écoute le cœur du bébé. Le cœur du bébé, il me dit: «Tout est OK». Il me dit: «Mais par contre, je m'en souviendrai toute ma vie», il me dit: Il y a un problème avec le bébé». Donc je dis: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Là, je regarde les reins, c'est plein de kystes» et moi je réponds bêtement, «Bah, ce sont des kystes bénins» ou enfin moi dans ma tête, les kystes c'est soit c'est bénin, soit c'est malin, voilà, il y a soit c'est une tumeur, soit c'est juste c'est rien quoi. Des kystes, tu peux en Ouais, avoir c'est ouais, rien. Dans ma bien tête, pour moi, un sûr. kyste, c'est rien. Ouais, ouais, Donc je sais plus trop ce qu'il me répond à ce moment-là. Il me dit: «On va aller voir, le 2e» et puis en plus il me dit: «Bah, en fait, tu as quasiment pas de liquide amniotique, en fait». ouais, Mmh, donc c'est peut-être pour ça aussi les sensations que tu ressens, et oui. il me dit: Mmh. «Bon, on va regarder le 2e». Il dit que donc il tourne un peu le truc là sur le ventre, il va vers le 2e rein et là je vois qu'il me dit: «Écoute, je suis désolé, le 2e rein aussi, est rempli de kystes». Et moi, à ce moment-là, en fait, je comprends toujours pas la gravité. Je dis: «Bon, il y a des kystes dans les 2 reins, c'est pas grave, quoi, tout» et en fait, il me dit: «Bah, en fait, ces reins ne fonctionnent pas parce que tu as plus de liquide amniotique, ça veut dire que la petite» parce qu'en ce moment-là, on découvre aussi que c'est une petite fille, heu et il me dit: Ça veut dire que ces reins ne fonctionnent pas puisqu'en fait, le liquide amniotique, au début, il est produit par ma mère, enfin, ouais, par, le bébé dès le début et cetera, il y a une partie du placenta qui s'occupe de ça, mais après, au bout d'un moment, c'est les reins du bébé qui prennent le relais et c'est ses reins, en fait, son urine qui vient renouveler le liquide amniotique et moi, cette étape-là n'a pas été faite parce que, du coup, ses reins ne sont pleins de kystes, et donc du coup, elle n'a pas pu avoir de liquide amniotique et le liquide amniotique, il est hyper important essentiellement pourquoi? En fait, c'est pas essentiel. C'est pas forcément pour, pardon, que le bébé il soit dans un environnement, protégé et cetera. Le liquide amniotique, normalement, est bu par le bébé. C'est ce qui déploie ses poumons et c'est ce qui fait qu'à la naissance, les poumons sont habitués à être gonflés par quelque chose et on peut respirer et en fait, le principal problème dans, dans ça, c'est que, bah, après le bébé, il ne sait pas respirer, c'est ce qu'on appelle l'hypoplasie mammaire. Hem, donc là, il commence à me dire, «Écoute, je suis désolé, mais c'est le diagnostic est très mauvais et le pronostic de l'enfant à la naissance, si tu vas à terme, est mauvais aussi parce qu'on peut vivre avec un seul rein, et l'autre défaillant, mais on ne peut pas vivre avec 2 reins, soit absents, soit qui ne marchent pas. Je me mets à pleurer, le problème, c'est que ce jour-là, en fait, il y avait ma fille qui était là parce qu'il y avait un souci avec l'école et puis je lui avais dit: «Bah, tu vas aller voir, viens, on va voir petite sœur» enfin, à l'époque, on savait pas que c'était petite sœur, mais «On va voir bébé et cetera». Comme elle avait pu m'accompagner pour ma 2e grossesse, elle avait fait quelques échographies avec nous. Donc là, il essaye de me rassurer en me disant: «Écoute, on va attendre, bah, l'écho des 5 mois, on verra mieux».
essayer de me dire: «Voilà, sois forte et tout» par rapport à ma fille qui était là. Mais là, s'en suivent 2 semaines horribles parce que je commence à faire des recherches. Donc il me parle au début de polykystose rénale, donc ça c'est génétique. Mais il y avait deux choix, soit polykystose, soit dysplasie rénale. Dysplasie, c'est plus, bah, il y a un couac au moment des, voilà, de la division cellulaire, quoi. Euh, Entre-temps, je prends un rendez-vous avec un autre médecin assez réputé, avec qui j'accompagne aussi certaines mamans. Et bon, lui, il conclut très vite à une dysplasie rénale et il me dit, pareil, il me dit que de toute façon, là, il y a quasiment il y a pas d'espoir. Heu, donc je prends un billet pour la France et cetera. Je refais la fameuse, écho des 5 mois du coup avec le médecin qui me suivait, qui confirme aussi, la dysplasie rénale. Voilà, tout le monde me dit d'aller en France, mais qu'en gros en France, on va pas pouvoir me proposer grand chose, quoi. Grand-chose de plus. Non. D'accord. Alors comment à ce moment-là tu, es accompagnée? Toi, peut-être ton compagnon aussi, comment il Mmh apprend et il accueille cette nouvelle? Parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de penser, mh. Mmh. aussi au compagnon. Et comment vous êtes accompagnés à ce moment-là? Puisque tu viens de rentrer en France, est-ce qu'on vous propose quelque chose de particulier ou pas? Alors, donc moi je pars seule en fait avec mon fils Ah parce que faut d'accord. savoir que mon mari, donc moi je suis à mon compte, mais c'est mon mari qui a un salaire fixe. C'est lui qui est employé et cetera, donc lui il est obligé de rester au Sénégal. Au moment de l'annonce, bah, il essaie de me soutenir comme il peut. Faut savoir que mon mari, il est, très croyant, c'est un musulman pratiquant, donc voilà, pour lui, il y a pas, alors pour moi non plus, il y a pas de hasard, mais je trouve en tout cas que dans sa pratique de l'islam, il est plus, il accepte plus facilement les mauvaises nouvelles, que moi parce que voilà, c'est des décisions, divines et donc il essaye tant bien que mal de me réconforter. Il faut savoir que moi, pendant les 2 semaines avant de partir en France, entre le moment de l'annonce et la fameuse écho où il me dit: «On essaiera de voir mieux» et cetera, heu et mon départ pour la France parce que c'était assez rapproché entre le rendez-vous et mon départ pour la France. Je passe 2 semaines horribles. D'ailleurs, de toute la grossesse, ça a été les 2 semaines, ça a été les pires, heu, parce que je fais plein de crises d'angoisse la nuit, mes premières d'ailleurs, parce que j'avais jamais eu de crise d'angoisse de ma vie. Je fais des crises de larmes, parce qu'à ce moment-là, j'ai peur. Je sais pas ce que ça, enfin, je comprends que le diagnostic et le pronostic sont mauvais, mais je sais pas si comment je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si je vais Ben perdre oui, l'enfant c'est oui, se pendant projeter la en fait sur grossesse. ouais, bien sûr. Voilà, je sais pas si je Mmh. perds l'enfant pendant la grossesse. Je sais pas si un jour je vais me réveiller avec du sang entre les jambes, je vais aller à l'hôpital, on va me dire: «C'est fini». Je sais pas si je vais l'accoucher mort-née, je sais pas si je vais l'accoucher vivante et qu'elle va mourir après et cetera. Hem, donc mon mari, lui, il essaie de me soutenir comme il peut et puis après, bah non, quand je pars en France, c'est seul avec mon fils et tous les rendez-vous, tout ça en France, ce sera seul. Ouais, ouais, ouais. Tu avais pas de famille en France? Si, 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 j'ai Tu ma avais ta famille en famille? France, Ouais, ouais, ouais. mais du coup, la famille que j'ai s'occupe, bah, de mon fils quand je vais au rendez-vous. Il y a ma grand-mère aussi qui a 97 ans dont il faut s'occuper parce qu'en réalité, elle est à domicile, elle est pas dans un centre et cetera, elle est pas en EHPAD. Donc à ce moment-là, je peux pas non plus, puis les gens travaillent, voilà. Donc je peux pas non plus compter sur, tout le monde, bien qu'on me propose, hein, ma cousine, je me rappelle, pour le tout premier rendez-vous, elle me propose de venir, avec moi, de m'emmener en voiture et cetera et bon, finalement, voilà, je m'organise autrement et en fait, bah, c'est Ingrid que tu as accompagnée, que Mmh. tu as interviewée de Oui, oui, Herbal oui, Technique oui. qui m'accompagne, pour ce premier rendez-vous, en France. Mais malheureusement, à ce moment-là, en fait, il y aura qu'une personne qui sera autorisée pendant l'échographie, qui sera très longue et donc au moment de l'annonce, je suis seule. Quand on me dit que ce qu'on m'a dit au Sénégal, c'est confirmé et que je me souviendrai toujours du mot, du docteur à ce moment-là qui me dit, «Je n'aurai pas grand-chose à vous proposer» et là, je savais qu'on allait me parler d'IMG en France et je sais que, alors elle me propose de toute façon de signer un document, donc mon dossier va passer en commission, ce qu'ils appellent les commissions, disciplinaires, où mon cas sera étudié pour proposer, des options, sauf que, je m'attends à ce qu'on me propose, heu qu'une IMG et ce sera le cas. Alors entre-temps, j'écris une lettre à la commission, parce que je fais d'autres recherches et je me rends compte qu'aux États-Unis, il y a pour les personnes dans mon cas, dans certains cas, ils proposent de faire des transfusions abdominales de sérum physiologique pour remplacer le liquide amniotique, ce qui fait que l'enfant peut se développer, ses poumons peuvent se développer et à la naissance, ils sont pris en charge avec des dialyses, péritonéales, en attente de greffe.
Donc j'écris à la commission, je fais une lettre en demandant d'étudier cette option. Et puis quand je me rends au rendez-vous, on me dit que non, que ce sera pas possible, que c'est trop risqué et cetera, qu'ils ne le font pas de toute façon dans le CHU où je suis suivie à Nice. Entre-temps, je prends rendez-vous avec, enfin j'arrive, pardon, à avoir un rendez-vous, avec l'hôpital Necker à Paris. Ça, d'ailleurs, je leur en voudrais toujours un petit peu, dans le sens où on me propose un rendez-vous tout de suite, donc moi, bah, je m'emballe, je me dis: «Voilà, si on me fait venir, c'est qu'il y a un espoir», donc je voyage de Nice pour Paris, voilà, ça aussi, c'est des frais financiers, en sachant que moi, je suis expatriée depuis quasiment 15 ans, donc la sécu, je l'ai pas, parce qu'il y a un délai de carence de 3 mois. Et puis j'arrive à Necker, en fait, la néphropédiatre me dit quasiment la même chose, et me dit que pareil, eux aussi, ils font pas de transfusion abdominale. Ils me disent qu'à un moment donné, il y avait un hôpital à Lyon qui en faisait énormément, voilà, qui suivait un peu le pas des États-Unis. Et puis au final, ils se sont rendus compte que la qualité de vie de ces enfants, au final, elle n'était pas si bonne que ça. C'est des enfants qui naissent, bah, voilà, dans des mauvaises conditions, ils arrivent pas à manger, ils sont sous, sonde gastrique H24, parfois ils n'arrivent même pas à atteindre les fameux 10 kilogrammes pour la greffe, donc il y en a qui décèdent avant, c'est un chamboulement pour la famille. Parfois la greffe ne marche pas, ou quand ça marche, après il faut en refaire une au bout de 10-20 ans. Elle me dit: «Voilà, c'est des choses qu'on ne fait plus en France», et voilà, je repars, en me disant que Mais là, de tout ce que tu viens de dire jusque maintenant, Anna, enfin, tu traverses ça, alors peut-être que c'est peut-être pas, c'est peut-être un peu, vif ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que tu dis-moi, ouais. traverses tout ça toute seule, quoi. Enfin vraiment, Ouais. enfin, je le ressens comme Oui. ça. Est-ce que c'est ce que tu ressentais aussi? Mais quelle force tu as eu dans ce moment-là pour pouvoir continuer d'affronter ça seule? Alors, je sais que avec le recul, je me rends compte que j'étais seule, mais j'ai pas vraiment eu l'impression d'être seule. Après, mon mari, on se parle énormément. Alors bien évidemment, c'est différent de quand tu es en face à face, mais dans tous les cas, et ça je le dis même avec le recul, si j'étais restée au Sénégal, même s'il y avait eu le même type d'accompagnement, bon, il y en aurait pas eu parce qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est commission, pluridisciplinaire, tout ça, ça n'existe pas. Mais même si j'avais eu cette option au Sénégal, ça aurait été quasiment pareil. Mon mari est un travail mon mari est quelqu'un qui travaille beaucoup, il est dans un milieu, il est dans le monde de la finance, donc il aurait pas forcément pu, se libérer et cetera. Alors il aurait pu éventuellement m'accompagner au rendez-vous, mais ça aurait pas fait une grande différence, dans le sens où, la relation qu'on a au Sénégal, à se parler énormément, WhatsApp, s'appeler et cetera, bah, on a pu le faire en France maintenant avec les moyens qu'on a et cetera. Alors bien évidemment, il y aurait eu des moments où j'aurais aimé, être prise dans les bras et cetera, mais voilà, j'ai pas à ce moment-là, j'ai pas spécialement ressenti la solitude, même si avec le recul, oui, bien sûr, j'ai été seule, mais voilà, mais tu sais, j'ai même pas ressenti le besoin on m'a proposé plusieurs fois de parler à des psys et cetera. J'ai ressenti après la naissance, oui, mais pendant la grossesse, pas tant que ça. Et donc après la question s'est posée, bah, de l'IMG. Et l'IMG, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Alors je sais pas si il faudrait, plus de 2 heures pour parler de tout ça, puis ça dépend aussi des croyances de chacun, mais bah, nous on a fait le choix de pas faire d'IMG. J'ai décidé de poursuivre ma grossesse à terme, en sachant que le pronostic, enfin voilà, bon après il y a toujours des miracles, mais en sachant que les miracles, on serait plutôt sur l'ordre de 0,001 quoi. Ouais, mais tu croyais? Tu avais encore de l'espoir de toute façon que J'y peut-être ai que toujours cru. ouais, tu y as toujours cru, ouais. J'y ai Ouais, toujours ouais. cru. Ouais. Tes témoignages, je dis ça parce que tes témoignages sur ton compte, je le dis d'ailleurs pour celles qui nous écoutent, tu as fait, plusieurs récits justement de cet accouchement Mmh. tu as découpé ça en plusieurs publications sur ton compte Instagram Ouais. et on suit justement toutes les étapes que tu nous décris là aussi, oralement. Et c'est vrai que cet espoir, tu as continué en tout cas de l'avoir jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la naissance. Et ça, c'est très fort aussi en tout cas. Et est-ce que la religion, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça t'a permis, en tout cas, de mener à bien et de mener, cette grossesse à terme? C'est essentiellement la religion qui a fait Ouais. que, je n'ai pas fait d'IMG parce que dans l'islam, il faut savoir que c'est interdit. Ouais. Donc oui, c'est l'islam qui a fait que je n'ai pas fait d'IMG. Parce qu'il faut savoir que, alors j'ai fait des recherches, j'y ai pensé, hein, je vais pas mentir, et d'ailleurs, j'en reparlerai là dans l'épisode.
Je ne peux pas dire qu'à partir du moment où j'ai dit, «Je fais pas d'IMG», que j'ai pas voulu changer d'avis à un moment donné. Donc la première fois où j'ai fait mes recherches, bah, c'était pendant les fameuses, 2 semaines, d'attente. À un moment donné, j'ai tapé, bah, IMG islam, voilà, sur Google et en fait, là, je découvre qu'à partir de environ 120 jours, dans l'islam, on part du principe que l'âme, de l'enfant, enfin de la personne, de l'humain à venir, est insufflée. Donc c'est plus juste un bébé, enfin juste un fœtus, c'est considéré comme une personne, à part entière. Donc en dessous de 120 jours, pour raison médicale, c'est possible d'avorter en islam. C'est possible d'avorter en islam, pardon. Mais au-delà de 120 jours, même pour raison médicale, la seule condition, pour laquelle, l'avortement est autorisé, c'est si la vie de la mère est en danger, ce qui n'était pas mon cas. Donc étant croyante, pratiquante, alors bon, pratiquante un petit potentiellement un peu moins que mon mari, mais c'est vrai que voilà, j'ai des hauts et des bas dans ma foi comme nous tous. Mais je me dis que bon, ben voilà, il y a une raison à tout, même si je suis pas toujours en accord avec, ce qui peut se dire dans les religions, je le comprends et en fait, le fait de pas faire une IMG, ça a été aussi une succession j'appellerais ça de signes. Le premier, c'est que quand je tombe sur cet article qui explique, l'interdiction dans l'islam d'avorter au-delà de 120 jours si la santé de la mère n'est pas en danger, il y a un verset du Coran qui est, pris pour, bah, démontrer que c'est pas autorisé. Alors je me souviens plus exactement du verset, je pourrais pas te le redire, mais en tout cas, en fait, c'est là où ça m'a marqué, où je l'ai pris comme premier signe. Heu, Ce verset est tiré de la sourate, Al-Isra. Et il faut savoir que Isra, c'est un prénom que j'avais déjà choisi pour ce bébé. En fait, quand je suis tombée enceinte, je savais déjà que j'allais avoir une fille et Isra, c'est une femme que j'avais rencontrée, mais j'étais pas du tout enceinte à l'époque et c'était une femme que j'avais rencontrée dans un restaurant, à Dakar entre deux consultations, parce que moi je fais que des trucs à domicile, en fait. Ou en ligne. Et là, je suis entre 2 rendez-vous, de maman et je vais me prendre quelque chose à manger dans un resto à Dakar et il y a cette femme qui déjeune avec une amie à elle qui vient des États-Unis et en fait, je vois qu'à un moment donné, elle me regarde et elle m'aborde en me disant: «Écoute, on adore ton boubou, j'aimerais bien acheter, similaire, où est-ce que tu l'as acheté?» Et donc là, la conversation se fait comme ça, on échange, on se dit ce qu'on fait dans nos vies en termes de métier et cetera. Puis à un moment donné, on s'échange nos cartes de visite pour s'échanger nos numéros et sur sa carte de visite, je vois Isra et donc je rappelle à ce moment-là, je suis pas du tout enceinte, je suis persuadée que je m'arrête à 2. Hem Et en fait, mon cœur à ce moment-là, je sais pas pourquoi il s'emballe et c'est bizarre et je me dis, bon, je lui dis je me souviens de lui dire: «J'adore ton prénom» et cetera. Quand je tombe enceinte, Ouais. je repense à cette femme Isra avec qui on a gardé contact, hein. Alors c'est pas non plus devenu ma meilleure amie, mais c'est quelqu'un avec qui, j'adore discuter. On s'est revus, alors avant que je tombe enceinte pour le coup, mais c'est quelqu'un, à qui je parle régulièrement à ce moment-là. On est repartis se faire un déj, quand son ami est reparti aux États-Unis et cetera. On garde contact, on s'invite pendant le ramadan à des iftars et cetera. Puis je tombe enceinte et je me dis, «C'est une fille et elle va s'appeler Isra». Et je le dis très tôt à mon mari, hein. Et donc quand je fais mes recherches par rapport à l'IMG et cetera et que je vois que la sourate, ouais, le verset qui est pris pour illustrer l'interdiction, est tiré de Al-Isra, je me dis: «C'est un signe» Ah bah oui, là, et c'est une évidence, ouais. Ouais, ouais. surtout qu'à ce moment-là, je sais même pas encore que c'est une fille, je crois, je sais plus exactement. Mais quand je retourne au rendez-vous, on me confirme que c'est une fille et cetera, je dis: «Bah voilà, il y aura pas d'IMG, c'est un signe, il faut que j'aille à terme». Mais comme je te dis, au fur et à mesure, l'avancement dans la grossesse, il y a plein de moments où je pense à faire, une IMG et à chaque fois, heu, c'est le prénom et c'est tout ça qui va me «sauver» entre guillemets. Alors je dirais pas que je sais pas si la religion m'a portée, je sais pas, parce que c'est un moment où j'ai une grosse baisse de foi, on va pas se mentir. Mais en tout cas, tous les signes à chaque fois je me souviens d'un jour, par exemple, où je ressonge à l'IMG et en fait, j'ai une application sur mon téléphone, bah, comme beaucoup de musulmans, c'est Muslim Pro, je sais plus laquelle j'ai et tous les jours, j'ai un rappel avec un verset à lire. Et ce jour où je pense à l'IMG, alors je sais plus si c'est à 20h ou 21h que j'ai le verset du jour
Et à un moment donné, donc je pense à l'IMG et je regarde mon portable, donc il y a le verset du jour qui s'affiche et en fait, c'est encore une fois tiré de la sourate Al-Isra. Waouh, c'est incroyable. Ouais. Donc là, je me dis: «Bon, non» et la troisième fois où je pense et là, je suis quasiment sûre, hein, je dis à mon mari: «Écoute, peu importe, je fais une IMG, j'en peux plus». Je sais plus, c'est un énième rendez-vous, je sais plus exactement. Oui, parce qu'à un moment donné, je fais une échographie. On me suggère d'aller faire une échographie du cœur parce qu'il y a une espèce, un épanchement, je sais plus exactement. Donc bon, il y aurait potentiellement aussi une malformation cardiaque. Après, je me suis dit, on n'est plus à une malformation près de toute Oui. façon. Mmh. Mmh. Et donc on m'envoie faire un truc du cœur, je sais plus exactement. Donc là, je me dis, laisse tomber. Oui, et puis on voit un autre truc, on voit pas la vessie. Bref, il y a plein. C'est une échographie où je ressors, il y a plein d'autres trucs, quoi. Ouais, Donc j'ai beau avoir l'espoir, je me dis à chaque écho, il y a quelque chose de on me plus. rajoute quelque chose, Mmh. tu vois? Donc l'espoir, il Mmh. retombe, et cetera. Et là, je dis à mon mari ce jour-là, bon, désolée si je choque des musulmans qui m'écouteraient, mais je dis: «Écoute, fuck les hadiths, fuck les machins, je vois pas pourquoi c'est des chers de 70 ans, des hommes qui vont me dire, qui vont dire à une femme qui, elle, porte l'enfant de pas avorter, fuck tout ça. Moi, je fais l'IMG. Je suis désolée, voilà». Bon, il essaie de me rassurer comme il peut. Il me dit: «Écoute, bon, je comprends, laisse-moi parler à un imam, et cetera. Je vais essayer de t'accompagner du mieux que je peux». Heu, Puis après, il me dit aussi: «Tu sais, Anna», bah, voilà, il me connaît de super bien. «Au-delà de la religion, je te connais très bien. Je sais que si tu choisis de faire l'IMG, toute ta vie, tu te diras: "Et si?"» Et il a raison. Et avec le recul, je me dis, c'est vrai, toute la vie, je me serais dit, «Et si? Et s'il y avait eu un miracle? Et si au final, du jour au lendemain, j'ai à nouveau du liquide amniotique et si elle avait vécu à la naissance?» Je m'en serais voulu. Mais à ce moment-là, je lui dis: «Écoute, je m'en fous, on va faire l'IMG. Je vais appeler le médecin, là, je vais faire une sieste parce que le rendez-vous s'était passé le matin». Et j'ai dit à mon mari: «Écoute, là, je vais aller dormir avec le petit, c'est l'heure de sa sieste, je vais m'endormir avec lui mais à mon réveil, sache que voilà, si tu veux parler à un imam entre-temps, vas-y, mais moi, ma décision est prise, je n'en peux plus, en fait». Et je m'endors, donc je fais la sieste avec mon fils parce que je suis extrêmement fatiguée. Je me réveille de la sieste, j'avais mis mon portable en mode avion à ce moment-là, j'allume, je remets mon portable en mode normal et là, j'ai toutes les notifications et le premier message que je reçois, c'est cette femme Isra qui m'écrit: «Comment je vais?» Et là, pardon. Et là, je me dis: «Bon, c'est ouais, c'est des signes, Ah bah oui, non, mais ça, c'est au-delà de ouais, c'est vraiment au-delà des de la signes, religion». c'est Ouais, ah c'est ça. ouais, Exactement. c'est d'une puissance incroyable, mais vraiment incroyable. Cette succession de signes, c'est dingue, en fait et en plus de ça, c'est que Ouais. dès le début, tu as senti que c'était une fille et qu'elle s'appellerait Oui, comme ça. Ça, oui, c'est juste magique. Franchement, ouais, c'est incroyable. Il y a pas de mots pour pouvoir décrire ce que toi, tu as pu, ressentir, même si tu nous le dis là, mais ouais. c'est waouh et est-ce que Israël savait, ce que tu étais en train de traverser ou pas du tout? Je pense. D'accord, OK. Je pense que ma fille a toujours senti et d'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça que j'ai accouché à 34 semaines. Donc oui, donc je te dirais oui, je pense qu'elle a toujours senti mes émotions parce qu'il y a un moment donné où quand je lui ai parlé, bah, c'est là où en fait, j'ai eu mes premières contractions. Donc quand je vois ce message, donc je réponds à cette femme, à qui d'ailleurs je demande aussi l'autorisation, donc je lui explique en fait ce qui se passe. Donc elle me fait plein de prières et cetera et je lui demande l'autorisation, bah, d'appeler cet enfant Isra parce que je lui dis, voilà, c'est plein de signes depuis le début et donc c'est très émouvant d'ailleurs cette conversation, et elle me dit: «Beh, bien sûr, tu n'as pas même pas besoin de me demander Ouais. l'autorisation parce que c'est un prénom, voilà, comme un autre, mais non, bah, je lui demande quand même l'autorisation parce que je me dis: «C'est un peu glauque, quoi», tu vois? Oui, Je sais non, très puis il y bien avait que une mon enfant histoire, va quoi, bien mourir, sûr, ouais, ouais, mais ouais. mais Mmh. mais voilà. Hem Et donc quand je reçois ce message, j'envoie un autre message à mon mari ou je l'appelle, je sais plus et je lui dis: «Écoute, bon laisse tomber, je décide de de mener la grossesse à terme». Et je sais plus à combien de semaines je suis à ce moment-là, peut-être 28, 29 ou 30, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est le moment où, à partir de ce jour-là, je vais vivre ma grossesse. Il y a vraiment eu un moment où j'ai vraiment vécu ma grossesse normalement. Je crois que ça a duré un mois et demi. Je suis revenue sur les réseaux sociaux, j'ai repris les accompagnements, j'ai fait beaucoup de séances à distance, je publie des reels, je fais des publications et cetera et je vis normalement, en fait.
je vis normalement. Et puis vient, le rendez-vous du 8e mois. Bah, l'écho des 3e trimestre, en fait. Donc, à 32 ou 33 semaines, heu, c'est un rendez-vous enfin, j'ai plusieurs rendez-vous ce jour-là parce que, donc moi je suis suivie au CHU de Nice, mais techniquement j'habite à environ, 30 minutes en voiture du CHU, et beaucoup plus en transport. Donc à chaque fois d'ailleurs je prends la voiture de ma cousine pour aller aux rendez-vous médicaux et pour des raisons, bah, de praticité, les médecins me regroupent les rendez-vous. Donc là, je sais plus exactement, on est, le 6 ou 8 août, j'ai plusieurs rendez-vous. J'ai l'écho du 3e trimestre, le rendez-vous avec ma gynéco qui me suit, j'ai un rendez-vous avec, une néphropédiatre et des pédiatres du service de réanimation pour parler de l'après, enfin de tout ce que je veux juste après la naissance, quoi, et j'ai le rendez-vous anesthésiste, par rapport à la péri et cetera. Donc, j'ai tout ça sur, une demi-journée. Je fais mes rendez-vous et je pense que, c'est ce que je dis dans une de mes publications, je pense que j'ai toujours eu un peu d'espoir, hein, et bizarrement, le rendez-vous, du 3e, trimestre m'anéantit plus que les autres. Même celui où on avait vu, que potentiellement il y avait pas de vessie, qu'il y avait potentiellement d'autres malformations, le cœur et cetera. Et là, en fait, elle me dit: «Bon, bah, comme d'habitude, enfin, sans surprise, il y a pas de liquide amniotique». Et là, je m'effondre, en fait. Et je pense qu'elle comprend pas parce que, c'est pas une nouvelle. Mais je sais pas pourquoi, à un moment donné, je m'étais dit, «Peut-être que le miracle aura eu lieu, ces reins remarchent». Il y a un rein qui parce qu'il y avait toujours eu un rein qui avait moins de kystes que l'autre. D'accord. Hem et en Ah, c'est fait, peut-être ça qui nourrissait l'espoir aussi. peut-être, ouais, il y a eu Ouais. plein de Mmh. choses et là, bah, j'ai pas de liquide amniotique, donc là, ça m'anéantit, je pleure. Et c'est aussi un jour où, j'avais publié sur un groupe, je sais plus lequel, Objectif Bébé Bio, je sais plus quel j'avais publié où je demandais, j'expliquais ma situation. Parce que du coup, pendant ces 4 à 6 semaines où «tout allait bien» entre guillemets, j'ai décidé, voilà, tous les signes, je fais pas d'IMG, je vis normalement et limite, c'est comme si je vais accoucher d'un enfant, viable, en fait. Donc j'ai un peu fait la politique de l'autruche, la tête dans le sable. Et donc il y a plein de choses auxquelles je pense pas. Et puis à un moment donné, je me dis quand même: «Bon, il y a peut-être des choses à préparer». Donc je publie sur un groupe Facebook en me demandant aux personnes qui sont passées par là, est-ce qu'ils ont des conseils? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire? Des choses auxquelles je devrais penser? Donc je reçois plein de conseils et en fait, le jour où j'ai tous ces rendez-vous médicaux, il y a aussi ma publication qui est acceptée et du coup, je reçois plein de messages. Pense à prendre des photos, pense à prendre, couper une mèche de cheveux, exprime ton lait pour faire un bijou de lait après, prends un peu du cordon ombilical, par rapport à ton enfant, tes aînés, fais ci, fais ça. Et c'est une journée, je fais que pleurer, en fait. Je fais le rendez-vous avec les néphropédiatres, on parle de l'après, «Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez tenter le tout pour le tout? Est-ce que vous voulez qu'on le rendorme tout de suite? Qu'on fasse un accompagnement?» Et là, on parle de tout ça et je me dis, moi, Doula, je me retrouve à faire un projet de naissance, sur comment je veux que les derniers instants de mon enfant, se passent. Et puis à ce moment-là, j'ai toutes mes peurs aussi qui reviennent. Je sais pas en fait, en plus, il faut savoir que moi, jusqu'à présent, j'ai jamais vraiment été confrontée, enfin, je n'avais jamais été confrontée à la mort d'un très proche. Moi, j'ai ma grand-mère, elle va sur ses 98 ans, elle est encore vivante. J'ai jamais perdu, d'être cher. Toute ma famille très proche à qui je tiens énormément, personne j'ai pas connu de je touche du bois, Inch'Allah khair, il y a pas de cancer, il y a pas de tout ça là, il y avait rien. Ça a été le 1er choc dans toute ma famille, en fait. Hem et Est-ce que, l'annonce, justement de cette grossesse, du diagnostic, mmh mh. qui est, posé, qui est engagé, son diagnostic vital, tout ça, tu l'annonces, à ta famille et comment, bah, elle le ressent, elle le perçoit et comment elle t'accompagne, tout au long de ces mois? C'est très paradoxal parce que tu vois, tout à l'heure, tu me demandais: «Est-ce que tu t'es sentie seule?» et cetera. Ma famille a toujours essayé de me soutenir et je suis jamais rentrée dans les détails avec eux. Et quand on essaye de me poser des questions, c'est vrai que je suis assez sur la défensive, mais après je me rends compte avec le recul que, bon, effectivement, je donne pas de détails, en fait, donc je comprends aussi. Par exemple, tu vois, je débarque chez ma tante, je lui dis: «Bah, je vais rester ici jusqu'à l'accouchement, potentiellement même après». Je «m'impose» entre guillemets chez elle et puis, en fait, je lui dis pas grand-chose. Je leur dis juste qu'en fait, le bébé a un problème au rein et qu'elle ne vivra pas après la naissance. Hem et puis à un moment donné, bah, justement après ces fameux rendez-vous, ma tante voit que je suis pas bien.
À un moment donné, ma tante me dit: «Écoute, je suis désolée Anna, là, je vais forcer un peu le truc, mais qu'est-ce qui va se passer?» Parce que là, à ce moment-là, personne ne sait non plus. Et là, je leur dis que la petite va mourir, sûrement, juste après l'avoir accouchée, ou peut-être même qu'elle va partir là dans mon ventre, mais au final, c'est pas ce qui se passera parce qu'elle sera vivante. Mais mais effectivement, et puis à ce moment-là où on me dit: «Qu'est-ce qui va se passer? L'enterrement?» et cetera, et puis c'est ce jour, c'est ce fameux, je crois que c'était un 8 août, exactement, parce que ma fille est née le 13, ça je m'en souviendrai toujours, mais ce rendez-vous, j'ai toutes ces émotions, tous ces rendez-vous, néphropédiatre et cetera. Je rentre, et puis là, je comprends que le miracle n'aura pas lieu, et je me souviens avoir pris une douche, parce qu'il y a aussi ma tante du coup qui me pose ces questions et cetera, et je parle à ma fille en pleurs, sous la douche, en lui disant que je suis à bout psychologiquement, que je n'en peux plus en fait, et que j'ai compris que, même si, enfin, je comprends pas exactement tout, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne la sauverai pas, et que c'est une âme à part entière, et que c'est tout simplement son destin, et je lui dis vraiment: «Je comprends tout ça, Isra, mais là, j'en peux plus. Si tu m'avais envoyé des signes, s'il y avait eu des signes comme quoi, tu il y avait potentiellement un espoir, je suis prête, je suis prête à me battre. Mais là, je vois que c'est pas possible et qu'il y a rien. Toujours pas liquide amniotique et cetera, donc hem, entre guillemets, à demi-mot, je lui dis: «Finissons-en», parce que moi, là, j'en peux plus, et en fait, je vais me coucher, et le soir, j'ai mes premières contractions. Mmh. Tu lui as parlé tout au long de ta grossesse à Isra, en définitive? Pas vraiment. On m'a Pas proposé vraiment? tout ça, Ouais. j'ai jamais, c'est un peu paradoxal. Alors moi, j'ai un peu du mal, enfin pas du mal, mais toutes mes grossesses, je suis pas trop du genre à parler à mon ventre et cetera. Ouais. Par contre, je parle énormément, mais dans ma tête. Alors Oui, c'est apparemment, on ça. me dit sou Ouais. ouais, mais on me dit que Mmh. ça a pas forcément le même impact. Je sais Ah! pas. Ouais, ça dépend. Mmh. Je parle à mes enfants dans la tête, beaucoup. Isra, je lui ai énormément parlé. Des 3, ça a été à celle à qui j'ai le plus parlé dans la tête, Ouais, ouais. mais ce jour-là, en tout cas, je parle vraiment à voix haute dans la salle de bain. D'accord. Ah, Oui. OK. Oui, non, là, je lui parle à voix haute. Je suis sous la douche en pleurs et je lui parle, et je lui dis que je n'en peux plus. D'accord. Ce qui et donc Et par la suite, tu as tes premières contractions? alors je sais plus si c'est le soir même ou le lendemain, parce que je sais que le lendemain aussi, je prends mes distances, je fais une story où je dis que voilà, je m'éloigne un peu du compte. Faut savoir qu'à ce moment-là, ma communauté, mes followers ne savent pas vraiment ce qui se Bah passe. oui. Je Mmh. leur dis qu'il se passe quelque chose de grave, que c'est pour ça, parce qu'à un moment donné, j'avais disparu aussi entre mai Oui. et juin, je Oui, oui, tu crois, nous puis j'étais l'avais dit, revenue. ouais. Mmh mh. Voilà, j'étais revenue, beh, justement quand j'ai décidé d'aller à terme, et avec tous les signes, je me dis que voilà, bon, je vais vivre à fond. Donc là, je reviens, puis après je leur dis: «Bah là, je repars» et cetera. Donc ils savaient qu'il y avait un truc. Je leur avais toujours dit: «Je reviendrai vous expliquer» et cetera, mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, j'avais passé plein d'appels découvertes, je rembourse des gens en leur disant que je ne pourrais pas faire d'accompagnement, j'annule une masterclass, et là, je leur dis: «Voilà, je m'éloigne du compte». Jusqu'à l'accouchement et cetera, parce que bon, tout le monde savait que j'étais enceinte par contre, et je crois que c'est ce soir-là, j'ai mes premières contractions. Donc c'est le lendemain où je lui parle, le lendemain des rendez-vous. Heu, je me souviens avoir, commandé sur Amazon. C'est bizarre, hein, parce que je pensais quand même aller à terme, mais enfin, je sais pas, c'est compliqué à expliquer, parce que je commande, tu vois, je commande les couches là postpartum, mes serviettes hygiéniques, je commande des trucs pour l'après quoi, qui arrivent d'ailleurs très vite, et je fais ma valise de maternité. Enfin une petite, mais c'est pas, je sais pas. Donc en tout cas, j'ai mes premières contractions là. Là, le jeudi soir, j'ai mes premières contractions. J'ai oublié de te demander, Mmh mh. comment le corps médical, a réagi justement face à ta décision déjà d'aller à terme, Mmh. de ne pas pratiquer l'IMG? Mmh. Comment ils t'ont accompagnée par rapport à ça? J'ai été très bien prise en charge, et ça, je tiens d'ailleurs à le souligner, parce que, je sais que c'est souvent un sujet, parce que, beh, pour le coup, quand j'avais fait mes recherches, j'avais cru comprendre qu'en France, ils avaient tendance à vachement pousser à l'IMG, que parfois quand on disait non, c'était mal, perçu, mal vécu. En tout cas, c'était, que ils essayaient en plus d'en rajouter en disant: «Mais, limite, vous faites souffrir votre enfant» et cetera. J'avais cru comprendre que c'était pas toujours respecté. Et donc du coup, j'avais vachement d'appréhension par rapport à ça, et le jour où la quand on m'a fait le compte rendu de la commission, pluridisciplinaire, et que je réponds que je ne peux pas faire d'IMG, je me souviens très bien que le médecin m'a dit: «Il y a aucun souci, du coup, on vous accompagnera en ce sens», et tout le long, on m'a jamais reparlé d'IMG, il
Il y a jamais eu d'insinuation de qui que ce soit, et cetera et je suis hyper bien accompagnée, en fait, Ouais, une décision totalement respectée, quoi. entièrement. Ouais, ouais, bah, c'est bien et ça fait du bien de l'entendre aussi, bien sûr. Mmh Ouais, ouais, pour celles qui traversent en tout cas ou qui sont et qui en se train de poserait la traverser question ouais. exactement, c'est ça, c'est ça. Donc toi, tu étais à Nice, hein, par contre, pour, Oui, j'étais, voilà. dans un CHU à Nice, ouais, il y en a plusieurs, mais j'étais dans Ouais, un des CHU de Nice, ouais. d'accord. Alors donc, qu'est-ce qui se passe à la suite de tes premières contractions? Donc j'enchaîne 2-3 nuits comme ça. J'ai des contractions que la nuit. Donc j'utilise du Spasfon en suppo, ça passe et du coup, bah, là, on se pose la question par contre avec mon mari: «Est-ce que tu viens maintenant? Est-ce qu'on prend le risque que tu viennes?» parce que mon mari, il est toujours au Sénégal à ce moment-là. Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce que c'est du faux travail? Est-ce que c'est du pré-travail? Est-ce que c'est du vrai travail? On sait pas trop. Et donc on se pose les questions, pratico-pratiques, il me répond clairement, «Si je viens et que c'est pas ça, je peux pas revenir». Il a pas 46 000, vacances et encore une fois, le salaire fixe du foyer, c'est lui. Donc là, il me dit, il faut moi, il y a pas de souci, je peux dire à mon boss parce que son boss était prévenu. On lui avait dit que, voilà, il allait se passer ce qui allait arriver et que mon mari allait devoir partir un jour, du jour au lendemain. Bien sûr, ouais, Donc il me dit: «Moi, je peux, je l'appelle maintenant». Je lui ai dit: «Il va me dire: "Il y a pas de souci". Mais si ouais, c'est pas ça, ouais. Il y je aura peux pas de pas deuxième, repartir ouais. derrière». Donc il faut que tu Mmh. me dises ce que tu penses que tu qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que tu veux absolument que je sois là pour l'accouchement ou au contraire pour l'après, pour gérer la partie rapatriement du corps? Parce qu'on savait plus ou moins qu'on voulait déjà, rapatrier son corps au D'accord, Sénégal. d'accord. Est-ce que tu préfères que je gère l'aspect, admin avec les pompes funèbres et cetera? Ou est-ce que tu préfères que je sois là plus pour l'accouchement? Et donc là, je réfléchis, je me dis: «Écoute, je préfère, quitte à ce que tu sois pas là pour l'accouchement, je préfère, que tu viennes pour, l'après». Hem et du coup, par contre, tout s'est dans mon malheur, tout s'est bien goupillé dans le sens où, j'ai une cousine, dont je suis, très proche. Hem, c'est celle dont, c'est pas une question de préférence, c'est en termes de sujet abordé, c'est celle avec qui, j'aborde les choses les plus profondes et dans ma tête, je m'étais toujours dit, c'est elle qui devrait être là en salle de travail, en fait. Donc elle devait déjà venir, ce week-end-là, Dieu merci. C'est pour ça que je dis, voilà, en fait, c'est un enchaînement de signes Mmh. Ouais. et Dans tes travers, c'était effectivement. le week-end du 15 août. Donc D'accord, elle avait déjà OK. prévu de descendre, elle habite Lyon, donc elle avait déjà prévu de D'accord. descendre, sur la côte, pour le week-end du 15 jours parce que c'était un long week-end Oui. et je me souviens, je lui dis le vendredi, hem: «Ah bah, tu sais, hier, j'étais à 2 doigts de t'écrire en te disant, rajoute un jour ou dis que tu es malade dans ton taf et descends plus tôt parce que ça fait déjà deux jours que j'ai des contractions et voilà, j'avais peur d'accoucher seule et donc je voulais vraiment qu'elle vienne et au final, bon, j'accouche pas, et là je me dis en fait, il y a un jour la journée, j'ai pas de contractions en fait, où j'en ai, Ouais. vraiment très, très espacées C'est et que le ça soir. prend que le Ouais. soir et il Ouais. y a un soir où j'ai rien du tout. Donc je me dis: «Bon, bah, tout ça, c'est bon, c'est du faux travail». Elle arrive et cetera, elle arrive le samedi et heu et dans la nuit du samedi à dimanche, j'attends quand même jusqu'à 1 heure du matin en me disant, parce que souvent les contractions venaient à ce moment-là et là je vois qu'il vient et je me dis: «Bah, c'est bon, finalement c'était du faux travail, peut-être que je vais sûrement aller à terme, puis Habib du coup on aura le temps» et cetera et en fait le dimanche, 13 août, je suis réveillée, par des contractions vers 5 heures. Donc au début je réagis pas tout de suite, je regarde pas forcément la fréquence et cetera et je mets un suppôt de comment on appelle ça? De ce Spasfon en me disant: «Bah, ça va marcher comme les autres fois» et puis là, ça passe pas. Donc là, je comprends que c'est le jour J. Donc vers 7:00, j'appelle mon autre cousine qui habite à environ 15 minutes bah, là, je suis chez sa mère en ce moment puisque ma tante, c'est sa mère, donc c'est elle qui a la voiture et je lui dis de venir. Je réveille ma cousine Inès qui est avec nous, qui était venue pour le long week-end du 15 août, en lui disant, «Prépare-toi, on va à l'hôpital». On réveille ma mère pour, qu'elle s'occupe de mes enfants parce qu'entre temps ma fille aussi était venue avec ma mère, donc voilà et là tout s'emballe. Là, j'ai des contractions très fortes, je suis à 5 minutes, d'espacement et cetera donc j'appelle l'hôpital et je leur dis que j'arrive. Donc on arrive à l'hôpital
Je tombe sur une sage-femme pas, alors là, ouais, de tout l'accompagnement, bon, elle, ça a été la pire, donc pas ouf, quoi. Hem, qui me dit, qui pense pas que c'est le jour J. Là, je la regarde, je lui dis: «Écoutez, c'est mon troisième accouchement. Je peux vous dire que là, je vais accoucher». Heu, en sachant que moi, entre-temps, j'ai pas eu le temps de faire, parce que, bah, le rendez-vous, tous les fameux rendez-vous anesthésistes et cetera, 3e trimestre, Oui, c'était le mercredi. ouais, Donc j'ai pas fait ma prise de sang, le bilan sanguin pour la péri et cetera. Donc elle me prélève du sang, non, alors pour au début, elle me dit: «Non, c'est pas forcément le jour J». Donc elle me met, des produits en me disant: «Bah, ça va potentiellement arrêter les contractions». Et je lui dis: «Mettez-moi ce que vous voulez, mais c'est le jour J, quoi». Parce qu'elle me fait un toucher vaginal, à ce moment-là, je crois que je suis qu'à an. Je lui dis: «J'accouche, c'est aujourd'hui». Elle me dit: «Ouais, mais non et cetera, nanana». Je dis: «Oh, OK, d'accord». Donc là, je passe mes contractions, ça fait hyper mal, puis je suis pas dans un mood physiologique et cetera, hein. sûr, ouais, Donc ouais, ouais. j'avais pas du tout le même projet de naissance, quoi. Oui, bien Je savais sûr. que je voulais la péri, donc là, je lui dis d'appeler les anesthésistes parce que je veux la péri. Elle me dit: «Ouais, moi, je sais même pas si je vais vous garder». J'ai dit: «Je vais vous dire que je vous dis que je vais rester». Donc voilà. Donc elle me dit: «Bon, OK». Donc là, elle sent que je suis sérieuse, donc elle me fait quand même les prélèvements. Elle me dit: «Le seul hic, c'est que vous avez pas eu le temps, du coup, de faire, De tout ce faire qui est les bilan analyses. sanguin, donc Ouais, on est ouais, ouais. obligé maintenant d'appeler les anesthésistes». Je suis obligée de faire des prélèvements pour, bah, voilà, envoyer au labo, et après les anesthésistes viennent. Donc elle fait son truc et cetera. Après, à un moment donné, vraiment, ça atteint un niveau où j'en peux plus. Je lui dis d'appeler les anesthésistes. Elle me dit qu'il reste plus qu'un résultat. On en a eu 2 sur 3, tout est OK, il n'en reste plus qu'un. Hem et je sais plus ce qui se passe. Bon, au final, les résultats tombent, tout est OK, les anesthésistes arrivent. Ah oui, non, à un moment donné, elle me dit qu'elle veut me faire un toucher vaginal. J'ai dit: Je veux pas toucher. Tant que j'ai pas la péri, je veux pas toucher». Donc là, je suis incapable de me remettre, parce que là, je suis à semi 4 pattes, je sais plus dans quelle position je suis. Voilà. Et donc on m'installe la péri. Donc là, tout se passe bien. D'ailleurs, on m'en a mis une hyper forte. Et donc là, elle me fait un toucher vaginal et elle me dit, «Ah bah oui, effectivement, vous êtes à 8». Je dis: «Bah oui». Waouh! Non, tout ça là, je te parle de tout ça, c'est en l'espace de 1 heure et demie, hein. Waouh, incroyable, ouais. Et là, par contre, je m'effondre parce que, bah, là, je comprends que, ça y est, je peux plus reculer, en fait. Elle va naître et elle va mourir. Et elle revient même pas à 10 minutes et en fait, j'avais beau appuyer sur la dose et je sens que ça pousse, en fait. Là, pour le coup, même avec une péri, je garde toutes mes sensations et d'ailleurs, j'en suis contente, pardon. Et en fait, elle me dit, «Vous êtes à 10 en fait». Mais bon, là, elle change un peu de ton, elle me dit: «Écoutez, je vous laisse du temps et cetera». Et je dis: «OK». Elle dit: «Il y a pas on va pas pousser tout de suite, il y a pas de souci. Donc prenez le temps que vous voulez, voilà». À un moment donné, j'ai dit à ma cousine de l'appeler, que parce que là, je sens que ça pousse vraiment et que voilà, on y aille. Donc en fait, ma fille, je l'ai poussée qu'une fois. Bah, j'étais à 34 semaines, donc déjà, elle est en plus de tout ce qui est malformation et cetera, elle était toute petite. Heu, Elle est née à 2 kilogrammes, donc j'ai poussé qu'une fois. Elle est née et en fait, c'est alors ça, j'en ai pas parlé dans la publication, mais je sais que pour la journée du deuil périnatal, j'avais fait une foire à questions, donc j'avais laissé les gens me poser des questions et une personne m'avait demandé, quel a été le moment le plus dur. Et en fait, quand elle naît, je pense que j'ai gardé l'espoir vraiment, vraiment, jusqu'au bout. Et elle naît, en fait, j'ai toujours eu peur, je savais que j'allais avoir peur de regarder son visage parce que, bah, en fait, quand tu as pas de liquide amniotique, ce qu'on appelle, l'hydramnios, ça engendre aussi des, des traits physiques, très, Ça marque au oui, ça visage, marque ouais. parce qu'il y a Mmh. pas de liquide amniotique, donc Ouais. le nez est Mmh. très épaté, les C'est oreilles ça. sont plus basses, ils peuvent naître avec les pieds-bottes, heu, voilà, c'est l'enfant peut naître, «difforme» entre guillemets. Et d'ailleurs, ça a été un de mes plus grands regrets aussi, c'est que j'ai pas regardé ma fille tout de suite. Ça, je m'en voudrais aussi un peu toujours toute ma vie, mais bon, c'est pas grave. Mais quand je dis tout de suite, enfin, je l'ai regardée, hein, mais j'aurais aimé l'avoir plus tôt, enfin, je sais pas comment expliquer, quoi. Et le moment où je la regarde et que je vois tous les, bah, les traits difformes comme j'avais pu lire, là, je comprends qu'elle va partir bientôt parce que, du coup, si elle a tous ces traits difformes, ça veut dire que, bah, ses poumons, ils peuvent pas, voilà, ils vont pas être déployés et de toute façon, elle ne crie pas, elle fait un
On l'entend inspirer, mais un tr c'est bizarre, elle fait des bruits un peu bizarres, donc faut savoir que bon, là, les à ce moment-là, l'équipe, tout le monde savait, hein, il y avait mon dossier médical et cetera, donc il y a les pédiatres du service réanimation qui sont de l'autre côté, donc je sais qu'à un moment donné, je hurle à la sage-femme en lui disant: «Faites rentrer les pédiatres du service, réa pour qu'on vienne m'ausculter, s'il vous plaît». Parce qu'on me la pose, en fait, en peau à peau. On m'avait mis l'élastique juste avant pour pouvoir faire le pot à pot et et en fait, elle fait des bruits. Alors, je saurais jamais si on m'a menti, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle souffre, en fait, qu'elle manque d'air. C'est comme si, tu vois, des trucs comme ça et je sais pas, la pédiatre me dit que non, super gentille d'ailleurs, hein. Elle me dit: «Non, non, pas du tout, vous inquiétez pas, c'est hyper normal et cetera». Donc je sais plus ce qu'elle me dit, mais en gros, elle me dit que c'est pas un manque d'air ou quoi. Bref, donc elle ausculte quand même avec le stéthoscope et elle me dit, «Écoutez, on va vous la laisser en peau à peau parce que son rythme cardiaque est déjà très faible, donc il y a rien à tenter de toute façon» et en plus, c'est vrai. Elle me dit: «Elle a l'air si sereine et c'est le meilleur endroit où elle peut être maintenant». Donc elle reste en peau à peau et elle fait les petits bruits encore un petit peu et puis elle s'arrête et je sens son corps chaud. On me propose de partir dans une autre salle, bah, dans la salle nature qui du coup n'était pas occupée, parce qu'elle était plus grande, qu'il y avait aussi, des fauteuils et cetera. Parce qu'à ce moment-là, je leur dis parce que moi je dis aussi, enfin, pardon, heu, bah, mon plus grand souhait aussi à ce moment-là, c'est que ma fille vienne rencontrer sa sœur parce qu'on lui en avait parlé pendant la grossesse et qu'on m'avait dit que c'était important. En tout cas, on m'avait suggéré de lui laisser le choix et donc je lui avais parlé en lui disant: «Est-ce que tu veux voir petite sœur, avant qu'elle aille dans la maison de Dieu?» et elle nous avait dit oui. Donc le moment où j'accouche, mon autre cousine prévient notre cousine qui conduit, qui elle était retournée chez ma tante, pour justement attendre notre go pour revenir avec ma fille et ma tante. Donc en ce moment à ce moment-là, elles sont en chemin déjà. Dès que j'accouche, ma cousine qui était avec moi en salle de naissance, heu et lui la prévient et donc elles sont en route. On me change de chambre, donc ils poussent le lit et heu ma fille, ma petite fille, mon 3e enfant est toujours contre moi et elle fait plus les petits bruits dont je parlais. Donc je demande à ce qu'on appelle le service, les pédiatres parce que, heu, parce que je sens qu'elle est partie. Donc je voudrais qu'on constate le décès et en fait, le moment où la pédiatre a son stéthoscope sur Isra, ma famille rentre et et la pédiatre me regarde et elle fait juste un hochement de la tête comme ça pour me dire qu'effectivement elle est partie et donc voilà, je dis à ma fille, à ma grande, je dis: «Viens». Ma fille me demande si elle est déjà morte, si Isra est déjà morte ou si elle dort. Je dis: «Non, elle est déjà morte». Donc voilà, là, elle apporte non, à ce moment-là, pardon, donc oui, je lui dis, mais je demande à la sage-femme d'habiller ma fille avec les habits que j'avais prévus pour elle parce que, ça a été mon deuxième regret. Il y a eu le premier de ne pas l'avoir, regardée tout de suite et le deuxième ça a été de pas l'habiller moi-même, mais je m'en sentais pas capable à l'instant T. J'avais peur qu'il y ait d'autres malformations, au final, mon mari me dira après parce que mon mari a fait, le lavage, les rituels musulmans où on doit laver le corps et il m'a dit que, elle était parfaite. Enfin, il y a de l'extérieur en tout cas, il y avait rien quoi. Hem, mais bon, en tout cas à ce moment-là, j'ai pas pu l'habiller et donc j'ai demandé à ce qu'une des sages-femmes, la deuxième d'ailleurs qui était très gentille, l'habille. Elle m'a dit: «Il y a aucun souci». Elle a pris des photos, elle est revenue avec les empreintes sur un petit bout de papier et donc elle l'a habillée. Elle est partie, elle l'a ramenée et donc là, on lui a dit au revoir en fait. Donc ma fille l'a portée, on a fait des photos, ma tante l'a portée, ma cousine, mes 2 cousines aussi et après j'ai demandé à ma famille de partir et je suis restée avec Isra,
m'a laissé le temps qu'il fallait. Mon 3e regret, ça a été parce que j'avais lu, le jour où j'avais publié, j'avais posé mes questions là sur ce fameux groupe Facebook, on m'avait dit que, enfin il y a des gens qui étaient passés par là et eux, ils avaient pu garder, l'enfant avec eux jusqu'à aller en chambre mortuaire, mais moi dans mon CHU, c'était interdit en fait. On pouvait pas remonter dans la chambre avec l'enfant. Donc il y avait pas de souci pour rester au niveau des salles du travail et on m'a pas forcé la main, on m'a dit: «Vous pouvez rester autant que vous voulez, mais par contre à partir du moment où vous remontez en chambre malheureusement, vous pouvez pas monter avec le corps». Donc je pense que je suis restée 2-3 heures avec elle dans les bras et puis à un moment donné, je leur ai dit que j'étais prête et ils ont pris ma fille et je suis montée en chambre. Entre-temps, on s'est organisé, on a acheté les billets de mon mari, donc mon mari est venu. Alors malheureusement, c'était le week-end du 15 août, ça pour le coup, c'est mal tombé, donc tout était plein. Il est pas venu donc moi j'ai accouché le dimanche, c'était un 13 août. Il a pas pu venir le lundi 14. Il a atterri, il est arrivé le mardi 15. Donc moi entre temps, j'étais sortie de l'hôpital, j'ai fait 15 jours à l'hôpital, enfin j'ai fait qu'une nuit. Par rapport à mon fils aussi qui était encore petit, je voulais pas le laisser. Avec le recul, j'aurais préféré rester un petit peu plus longtemps, mais bon, c'est pas grave. Donc je suis très vite rentrée et mon mari est arrivé. Je pensais que j'avais dit au revoir, je pensais ne pas avoir le besoin de revoir ma fille et au final, j'ai ressenti le besoin de la revoir. Donc on est partis, le le 16 août, on est repartis, à la morgue. Heu, Ils avaient installé ma fille dans un berceau et cetera et voilà. On leur a dit au revoir et je sais pas si elle m'a parlé ou si c'est mon imagination, je sais pas. Mais je sais à un moment donné, ce que j'ai ressenti, comme si on m'avait dit, «Tu sais, là, tu pleures sur un corps, mais mon âme est partout, en fait». Et c'est là que je me suis dit, «Voilà, c'est pas grave, je suis prête à vraiment, voilà, laisser partir». Parce que je savais qu'après ça sous-entendait que, voilà, il y allait avoir aussi, la mise en cercueil et qu'après elle allait partir pour le Sénégal. Parce qu'au final, après alors à un moment donné, on a failli se dire: «Finalement, elle reste en France» parce qu'on s'attendait à des tarifs, hyper élevés pour, le transport et cetera. Puis au final, quand on nous donne les devis, parce qu'on passe par des pompes funèbres musulmanes, hem, par rapport aux devis, on se dit, on l'emmène au Sénégal et voilà, après ma fille, est partie environ, quelques jours après sa mort. Quand je suis sortie de l'hôpital, je suis partie la reconnaître. Hem, Par contre, jusqu'à présent, sur notre livret de famille, j'ai pas la force d'aller, Ouais. Mmh. marquer le décès en dessous dans le bas de la page Ouais. Mmh. C'est encore frais en même temps. Mmh mh. Mmh mh. et voilà. Tu es repartie au Sénégal combien de temps après pour le coup? Non, je suis pas allée. Tu n'y as pas été. Ça a été uniquement ton conjoint qui y a été avec, Même mon mari, au final, il y a toute notre famille là-bas qui s'occupait de la mise en terre et cetera. Ah d'accord, Mon mari, comme il avait pu poser 2 semaines, il a préféré rester avec nous. d'accord, Donc il est parti les visiter quand il est rentré et ça, c'est une des choses que j'appréhende. Moi, je rentre, au Sénégal la semaine prochaine d'accord. et j'irai visiter, la tombe de ma fille, du Mmh. coup. OK, d'accord. Je pensais que tu étais, repartie entre-temps, au Non. Sénégal. D'accord, OK. Alors avec, j'ai quelque chose à te demander, c'est quel âge avait ta fille? Enfin, quel âge elle a ta fille, ta grande fille? Ma grande, Oui, ta grande. 5 ans et demi. 5 ans et demi, d'accord. Ouais. Et comment, parce que c'est intéressant aussi de parler de la fratrie, de comment, Ouais. on annonce, justement le décès, d'un bébé, comment, comment tu lui en as parlé? Parce que c'est très fort, Ouais. hein, ce qu'elle a vécu aussi, du haut de ce jeune ou ce grand âge, peu Mmh importe, mh. ça ne se compte pas en années, mais comment elle l'a ressenti, elle a accueilli la perte de sa petite sœur? Ça a été compliqué avec ma grande. Bon, ma grande, bon, j'ai pas eu le choix parce que malheureusement, le jour de l'annonce de la malformation, comme je te disais tout à l'heure, elle était là. C'était censé être un jour heureux où elle allait voir, petite sœur comme elle avait pu faire avec son petit frère et elle se retrouvait avec une maman qui pleure donc j'ai pas pu lui cacher, en fait. Quand elle quand elle est sortie du rendez-vous: «Pourquoi tu pleures?» et cetera donc je lui ai dit, au début, on lui a juste dit, «Petite sœur est malade». On a juste dit ça, voilà donc après avec ces questions,
innocente, mais en même temps tellement pleine de sens quand on te dit: «Quelqu'un est malade», il suffit de répondre: «Bah, pourquoi est-ce qu'on lui donne pas des médicaments?» Donc ce qui est très vrai et puis un jour je lui ai dit que petite sœur allait sûrement mourir et là par contre elle a explosé en sanglots, elle est partie voir son père d'ailleurs était un petit peu énervé, elle m'avait dit: «On aurait pu lui dire autrement» ou enfin bref. Bon, moi c'est sorti direct et puis voilà quoi. Donc elle a très vite su que petite sœur allait mourir après sa naissance et et puis quand c'est vraiment, vraiment arrivé, ben voilà, hein, on lui a dit que, petite sœur était morte et ça a été très compliqué parce qu'elle avait beaucoup de questions, elle avait beaucoup de questions en fait. Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Mais pourquoi est-ce que Dieu il nous l'a pas laissée? La phrase, bah, qui est encore revenue il y a même pas longtemps là, elle s'est mise à pleurer il y a pas longtemps. Bon ça s'espace un petit peu maintenant les crises, mais c'est toujours là quoi. Elle me dit tout le temps: «Mais moi je voulais qu'on soit 3 bébés en fait». Donc là par exemple, elle me tanne pour en faire un 4e. Je lui dis: «Mais tu sais même si maman et papa ont un autre bébé, déjà ce sera pas notre 3e bébé, ce sera notre 4e bébé et on l'appellera pas Isra même si c'est une fille». Donc ça a été compliqué. J'avais même pensé à un moment donné l'amener chez un psychologue. Après ils m'ont dit à l'école, ils m'ont dit: «Honnêtement à l'école elle va très bien». Elle arrive même à me parler, parfois bon même ça les scotche un peu, parce qu'elle dit, de manière très, posée, j'ai oui j'ai un petit frère et j'ai une petite sœur, mais elle est morte. Hem Parce que nous, on n'a pas voulu utiliser les mots, bon, mon mari, ouais, par rapport à sa croyance, oui, la maison du ciel, mais la maison de Dieu, mais pas forcément elle est au ciel, elle est partie, elle dort, tout ça. J'ai vraiment utilisé le mot mort, quoi, parce que c'est pas une insulte, et ouais, donc voilà, ça a été, et c'est toujours un petit peu compliqué. Là, comme on est en plein dans les préparatifs du retour, bah, elle est retombée sur des photos, on est retombé sur les habits qu'elle portait, que j'avais gardés, donc ça je sais que je gère pas toujours bien parce que moi, quand je la vois beaucoup pleurer, je voilà, il y a des moments où je sais pas quoi faire et je lui dis d'arrêter de pleurer alors que je sais que je devrais pas, parce que j'ai pas envie non plus de créer un trauma. Alors parfois, je reviens derrière en disant: «Tu sais, on peut en parler si tu veux», mais Ouais, voilà, bon, je gère pas c'est toujours pas simple, mais comme il bien faut, mais sûr, bon, je fais bien comme sûr. je peux, quoi. Bien sûr, tu fais du mieux que tu peux, oui, ça c'est sûr, ouais. Ouais Ouais, ouais. et le plus petit, ça, je sais pas, je sais que quand je suis rentrée de l'hôpital, parce Ouais. il avait l'habitude d'embrasser mon ventre tout le temps. Bah Quand oui, je lui bien disais: sûr, «Petit il l'a bébé, vu, hein. petite sœur» et Ouais, ouais, ouais. cetera, Mmh. il prenait mon bidon, il lui faisait plein de bisous. Donc quand je suis rentrée de l'hôpital, bon, j'avais encore mon ventre de postpartum bien sûr quoi, donc il a essayé d'embrasser et je lui ai dit: «Non, petite sœur elle est morte. Elle est partie, il y a plus de bébé». Il m'a regardée comme ça, je sais enfin, bon, je sais pas. En tout cas, il a plus trop embrassé mon ventre, en fait. Ouais, donc il a compris. Ouais, Bien je sûr, dirais qu'il ouais. a compris, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là, si je comprends bien, tu es toujours pas retournée donc au Sénégal. Est-ce que tu as des appréhensions, tu as, voilà, des choses qui commencent déjà à te questionner sur cette là, peut-être la rencontre avec le lieu, dans lequel, repose, ta fille, sur voilà, peut-être, des choses qui pourraient remonter ou tu es plutôt sereine, bien accompagnée? La seule chose que j'appréhende, c'est la visite au cimetière, ouais. Le retour au Sénégal, j'appréhende pas vraiment parce que, bon, là, je commence à en avoir un petit peu marre, enfin, c'est pas spécialement de la France, mais de la situation, quoi. Je veux dire, je suis pas chez moi, ça a été une décision, hein, de rester en France par rapport à mon mari, qui travaillait beaucoup, je me suis dit: «Je vais rentrer au Sénégal, j'aurai pas forcément enfin, il sera pas forcément là tous les jours, enfin, la grande partie de la journée, je veux dire, il sera pas là». Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc là, au moins, tu Donc avais le tu étais quand même logée par tes tantes ou tes cousines, qui étaient au autant courant. rester là. On s'est dit: «Je vais inscrire ma fille à l'école ici, comme elle est encore en maternelle», voilà, je me suis dit et puis retour au Sénégal, on repart, pas de zéro, mais «nouveau départ» entre guillemets, voilà. On s'était en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc avant même cette grossesse et cetera, ce Noël, j'avais prévu de le passer déjà en famille. Donc je me suis dit: «Ça sert à rien que je parte pour ensuite revenir, repayer des billets pour passer Noël», parce que j'avais déjà dit que je voulais passer Noël en famille. Donc autant rester jusqu'à Noël et repartir en janvier. Donc c'est pour ça qu'on avait pris cette décision
Et là, non, là, j'ai même hâte de retourner. Alors, s'il avait fallu retourner là où je vivais avant, qui est la capitale, Dakar, je pense que ça aurait été compliqué. Puis en fait, on a pris la décision, bon ça va, il va être diffusé. Il va l'épisode ne va pas être diffusé maintenant parce que je l'ai pas encore annoncé. En fait, ouais, je rentre pas à Dakar, en fait. Je rentre sur la zone, c'est un peu l'équivalent de la Côte d'Azur en France, c'est la zone côtière, c'est là où il y a beaucoup de vacanciers et cetera, donc c'est beaucoup plus calme. C'est à 1 heure et demie de Dakar, donc c'est pas non plus hyper éloigné. Tu peux, retourner sur la capitale si tu as des trucs à faire, voir, certains médecins et cetera mais c'est une vie beaucoup plus tranquille. Pour la première fois, je vais vivre en maison, on va avoir la piscine, accès à la plage et cetera, donc c'est, c'est comment Un dire? nouveau chapitre vraiment à Un tout nouveau point de vue, en tout chapitre et je cas. me sens Ouais. beaucoup plus sereine. Mmh. S'il avait fallu retourner sur Dakar dans la frénésie, les embouteillages, j'aurais vachement appréhendé, mais là, non, non, là, je suis plutôt, assez pressée. Par contre, oui, j'appréhende la visite au cimetière. Je pensais que ça allait me faire du bien et là, limite, je suis partagée entre, il faut y aller et j'ai pas envie. Ouais, 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 je comprends. Je comprends, c'est tout à fait, normal, j'ai Mmh. envie de dire et ça se trouve ton émotion ou ta peur ou va évoluer encore puisque tu n'es pas encore Ouais, parti. bien C'est vrai que sûr. ça peut encore changer, jusqu'au moment, T donc Mmh. c'est vrai que c'est encore, plein de belles choses qui vont arriver aussi, dans cette épreuve que tu as traversée et est-ce que tu n'as toujours pas repris le travail ou tu as repris? Oui, non, si, si, j'ai repris assez «vite» entre guillemets. Après, je pense qu'on vit tous le deuil, différemment. Je pense que ce qui m'a aidée et c'est pour ça aussi que c'était important pour moi je suis pas en train de pousser forcément à ne pas faire d'IMG parce que c'est vraiment un choix très personnel, mais parfois d'envisager cette option, on a toujours l'impression que c'est pire, mais moi je suis persuadée que le fait de pas avoir eu d'IMG, en fait, une partie de mon deuil, je l'ai fait en amont, en fait et même si tu l'as senti dans mon récit, même si j'ai toujours eu l'espoir et cetera, mais il y a une certaine préparation, quand bien même après tout se passe pas comme tu le prépares, mais il y a une grande partie du deuil qui se fait avant, donc moi, en vrai, j'ai accouché à 34 semaines, j'ai appris, tout ça à 19. Ça voilà, il y a une grosse partie, qui se fait avant, donc du coup, j'ai repris le boulot, en octobre, un peu après, je savais que j'allais me laisser jusqu'à la journée du deuil périnatal, et puis, voilà, j'ai appris alors dans tous les cas, j'avais eu quelques séances même pendant, voilà, de personnes que je pouvais pas, voilà, j'avais pas forcément les moyens de les rembourser, parce que, bah, quand tu es entrepreneur, c'est ça aussi, hein, il y a pas de congés payés. Et puis aussi, il y avait d'autres mamans, enfin, que je tenais à accompagner jusqu'à la fin, tout simplement, quoi. Donc, je me voyais pas les lâcher comme ça. Et puis, c'était des gens où il restait, l'équivalent de, voilà, 1 ou 2 séances max, quoi. Donc, j'avais repris, mais après, le côté, voilà, parce que bon, moi, Instagram c'est mon principal, moyen de com, et beaucoup de clientèle, enfin, c'est par là que ça vient principalement, quoi. C'est mon principal tunnel de vente. Donc en fait, moi, c'était pas la reprise du boulot, il y a l'appréhension, c'était surtout la reprise, bah, de tout ça, de me montrer sur les réseaux parce que, bah, c'est mon gagne-pain, qu'on le veuille ou non, Insta, quoi. Alors je me force pas, je suis très à l'aise, sur Instagram et j'adore ce que je fais et je me force jamais, voilà, quand je parle de tel ou tel sujet. Puis au final, ça s'est fait naturellement, donc j'ai tenu à raconter mon histoire pour, la journée du deuil périnatal, donc un peu avant la semaine du 15, un peu avant le 15 octobre, qui est la journée du deuil périnatal, j'ai commencé à raconter mon récit effectivement en 6 parties et puis après, j'ai annoncé que voilà, la vie allait reprendre, son cours sur le compte. Je veux pas spécialement toujours parler j'accompagne des mamans enceintes, donc je veux pas toujours parler de la mort. Je suis à côté en train aussi de me former au métier de psychopraticienne, donc je sais d'ores et déjà que j'accompagnerai aussi des gens, pas d'un point de vue doula, parce que je ne pourrais pas accompagner, la mort de si près, ce sera trop compliqué pour moi, mais après, plutôt en format thérapeute, oui. Donc j'aurai sûrement une page à part où je rentrerai un petit peu plus en détail dans le deuil périnatal, mais là, voilà, je suis pas non plus alors de temps en temps, je parle de Isra, hein, dans mes stories, les gens savent et cetera, mais je suis pas toujours en train de parler du deuil périnatal, de la mort, des malformations, parce qu'après ça devient très vite anxiogène pour je suis suivie en partie par des gens enceintes, quoi, donc
Donc voilà et donc ouais, j'ai repris le boulot, allez, on va dire de manière, normale, en octobre, pas à une cadence d'avant et d'ailleurs je ne souhaite pas retrouver, parce que c'est ce que je disais à un moment donné en story aussi, je pense que ma fille est venue pour une raison, parce que je ne crois pas au destin, et c'était un mal pour un bien. Je filais un petit peu un mauvais coton et elle m'a appris à lever du pied et je ne retournerai jamais à la cadence que je faisais avant. Alors je vais potentiellement mettre d'autres choses en place, mais je me tâte à lancer tout ce qui est les cours en ligne, tu sais, déjà préenregistrés un peu comme, Mama Quantique, enfin Quantique, voilà, des préparations à la naissance, en ligne et cetera, à voir, mais je garderai toujours les accompagnements parce que j'aime trop rencontrer des gens. Mais, voilà, il y aura peut-être d'autres formes de revenus. Voilà, un juste milieu, mais je ne prendrai pas avant. J'ai basculé énormément une grosse partie de mon business en distanciel, et ça me va très bien comme ça. Donc je vais faire, 1 à 2 séances, par jour, là où je pouvais en faire 3 à 4 avant, à l'époque, Ouais, surtout avec le hyper présentiel, intense. les embouteillages et cetera Ouais, ouais, ouais. et voilà. Ouais, ouais, plein de nouvelles choses en tout cas qui vont se mettre, et qui sont en perspective parce que, au Sénégal, donc toi tu es, la fondatrice de Samadoula, c'est Mmh. ça? Tout à Donc fait. Samadoula, c'est ton entreprise? Ouais, c'est ça, mon entreprise Voilà, individuelle. voilà. Eh bien écoute, Anna, on arrive à la fin de l'épisode, Mmh. qui est indéniablement un épisode extrêmement riche à tout point de vue. Je te remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir encore une fois, choisie pour, Je te t'en donner prie. cette parole, qui malgré l'épreuve extrêmement dure que tu as traversée, à mon sens et avec, ce que tu as apporté de par la religion, de par ta force aussi, parce que tu étais quand même, seule, majoritairement, Mmh. à travers cette épreuve-là. Je trouve que tu as été extrêmement lumineuse, dans la façon dont tu nous as, parlé de Isra, ne serait-ce que pour son prénom, pour tous ces signes de la vie et sur, la hauteur, que tu as aujourd'hui, alors que c'est tout frais, quoi. Enfin, c'est quasiment hier, le mois d'août. Ouais. Et la hauteur que tu as pour en parler, aujourd'hui. Donc, voilà, vraiment merci, déjà en mon nom et pour toutes celles qui vont écouter, ce que tu as transmis aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu voudrais terminer cet épisode avec un message particulier ou quelque chose que tu aurais oublié, un message que tu souhaiterais dire tout simplement. J'ai peut-être 2 messages. Le premier, c'est pour les personnes qui seraient dans ma situation, de toujours vous écouter et parfois vraiment de creuser l'option d'aller au bout de votre grossesse malgré un pronostic, vital, quasiment nul après la naissance. Parce que, c'est une option qui peut vraiment vous faire du bien, même si, de prime abord, on se dit que non, ça peut. Donc de vraiment, pas hésiter à aller chercher des récits de personnes qui sont passées par là, et potentiellement d'en discuter après avec son entourage, avec le conjoint et cetera. Donc en tout cas, voilà, c'est juste ce que je veux dire. L'option, c'est pas toujours que l'IMG, en fait. On peut décider de poursuivre et si on veut faire l'IMG, quoi, bien sûr, bien évidemment qu'on la fasse. Et la deuxième, ce serait plutôt pour les personnes de l'autre côté, qui ont des gens dans leur entourage qui sont dans le deuil périnatal. Hem, n'oubliez pas le n'oubliez pas l'enfant qui est parti, parce qu'on a tendance à se dire qu'on veut pas remuer la couteau dans le plaid, et pas forcément parler de ça, mais oser dire aux mamanges, «Est-ce que tu penses à ton enfant?» Appeler l'enfant par son prénom si elle vous l'a donné. Voilà, n'hésitez pas à parler, ça en fait, ça nous fait toujours plaisir. Même si on va pleurer et cetera, mais ça nous fait toujours plaisir de se dire que cet enfant a existé. Mmh, bien sûr et après suivant la philosophie qu'on a, la spiritualité ou l'ouverture ou la religion, peu Ouais, importe comme tu l'as dit, voilà, on imagine, une suite, autrement, différente. Mais vraiment merci encore une fois Anna. Je te souhaite une belle continuation lumineuse, je un t'en beau prie. retour aussi au Sénégal. Qui sait? On Merci n'a pas fait pareillement. notre voyage au Sénégal donc on était censés partir Bah, vers Rufisque donc je bon, t'attends peut-être là-bas. que Après les élections, je t'attends. ça serait vraiment chouette en tout cas si, voilà, si je pourrais, te rencontrer un jour, Avec là-bas. Mais en plaisir. tout cas aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir croisé ton chemin et je te Merci à souhaite toi. que le meilleur encore pour la suite, Anna. Merci Merci beaucoup. beaucoup, toi aussi. À très vite, bye bye. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast
pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.